Bienvenue au podcast Sous Tension, le show des amateurs de fitness et d'entraînement. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Jean-Philippe, mon nouvel ami. J'aimerais ça que tu me parles de toi un peu. Tu parles de ta pratique, mais surtout aussi de ta motivation dans ce que tu fais. Je vais te présenter un petit peu, s'il te plaît. Effectivement. Fait que moi, dans la vie de tous les jours, ben c'est sûr que le sport est très important dans notre vie. Là. C'est beaucoup aussi ce qui nous définit, puis c'est ce qui nous relie probablement toi et puis moi aujourd'hui. Mais effectivement, je travaille aussi en santé, beaucoup présentement en santé féminine et hormonale. Mais j'ai toujours travaillé en santé féminine là, toute ma vie là, de docteur. Là. Fait que toi, tu as fait ta médecine générale ouais. D'abord. Oui, j'ai fait mon profil normal là, à l'Université de Sherbrooke là, de médecine générale. Après ça, j'ai fait une spécialité en médecine de famille pour être généraliste. Puis après ça, je me suis surspécialisé en accouchement physiologique. Fait que j'ai fait ça pendant 14 ans de ma vie, faire du suivi de grossesse, des accouchements, à la salle d'accouchement, de la contraception, de tous les genres. J'étais vraiment spécialisé dans ça, là, dans tous les types de... Puis aujourd'hui, la clinique Evolve. Elive, j'ai fait un lapsus avec les... Elive. Oui, c'est ça. Elive, c'est vraiment spécialisé. C'est l'importance du podcast aujourd'hui, la pertinence du podcast aujourd'hui. C'est vraiment votre expertise avec le syndrome REDS, qu'on appelle, que j'aimerais que tu expliques. Puis l'orientation de la clinique, c'est vraiment pour l'encadrement de plusieurs personnes, mais ces gens-là en particulier. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est un sujet qui est très mal connu, puis surtout très mal encadré. Fait que explique-nous c'est quoi exactement le syndrome RED. Ben, tu sais, pour aller vers le RED, là, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, j'ai toujours travaillé avec les femmes, surtout dans leur mode reproductif. Puis après ça, dans les 5 dernières années, je me suis spécialisé plus en préménopause, ménopause. Oui. Mais c'est toujours une question d'hormones. Puis après ça, nous, de par le fait que, tu sais, on fait beaucoup de courses de trail, d'ultra-endurance, puis, tu sais, tout ce qui a trait avec, tu sais, la dépense énergétique, les apports, toutes ces choses-là dans ce sport-là, on s'est rendu compte après ça qu'il y avait des besoins dans le sport ou à essayer de comprendre l'aménorrhée dans le sport ou l'arrêt des règles dans le sport. Donc là, on a comme venu conjuguer notre plaisir de la course avec l'évaluation des situations hormonales. Mais là, après ça, tu sais, ça a ouvert tout le champ de toutes les problématiques d'expression hormonale. Mais le RED est un chapitre extrêmement précis d'une situation particulière d'expression hormonale. Ouais, parce que dans le fond, le syndrome, c'est relié à une dépense énergétique qui est au-delà de l'apport énergétique qui va amener un syndrome, si on veut, de dysfonctionnement hormonal et autres. Et en découle des problèmes récurrents qu'on voit chez des athlètes, surtout d'endurance, qui ont cette problématique-là, qui serait comme des fractures de stress, par exemple, chez des coureurs. Tu sais, je t'écoutais dans un autre podcast dire que, tu sais, chez les cyclistes, c'est un peu moins présent parce qu'ils sont autoportés. Là, ben, le triathlète, lui, par exemple, là, il sort du vélo, puis il s'en va sur la course, là, on trouve des micro-fractures, puis tout ça. Moi, dans ma pratique, parce que j'ai fait de la préparation physique pour toutes sortes d'athlètes, mais j'ai eu beaucoup de filles de fitness. Et c'est une pratique qui était et qui est encore ultra mis de l'avant, qui est mange moins, bouge plus, mais dans un cadre où ça devient très rapidement excessif et qui va aussi amener, là, dans un autre aspect psychologique, c'est une déformation de ce que c'est la santé. T'sais. J'ai l'air, donc je suis, je ne vais pas dire. Tu as des filles, moi, ça m'arrivait souvent, puis j'ai fait un autre podcast là-dessus. Tu sais, la fille qui fait son petit post dans son auto. Ah, aujourd'hui, je vais voir mon entraîneur, je suis en préparation, je suis à 4 semaines de ma compétition, tout va bien, tout ça. Puis le vidéo ferme, elle rentre dans mon bureau, puis elle se met à pleurer parce que sa vie est un enfer, parce que là, elle dort plus, elle perd ses cheveux. Là, je dis, moi, je t'ai pas emmené là. Pourquoi? Mais j'avais pas de résultat. Fait que j'ai décidé de couper X, Y, Z. J'ai décidé de faire 45 minutes de cardio plutôt que 20. Cette problématique-là est plurifactorielle, mais vous autres, vous dealez avec ça comment? Est-ce que vous avez un encadrement aussi psychologique et physiologique ou comment ça marche? Ben,
c'est sûr que, tu sais, peut-être pour expliquer qu'est-ce qui est un RED, ça veut dire Relative Energy Deficiency in Sport. C'est l'acronyme anglais. Mais ça fait pas tant longtemps qu'on parle de ça dans la littérature. Hein. Le premier consensus là, vient du CIO, là, qui est plein de chercheurs qui se sont réunis pour définir c'est quoi ça pouvait entraîner le fait de perdre les menstruations dans un contexte sportif. Mais jusqu'à un certain point, c'était valorisé il y a un certain temps au niveau du coaching que tu avais assez poussé ou tu poussais ton entraînement assez loin quand tu perdais tes règles. Oui, puis tu n'avais plus à border avec ça. Tu avais une semaine de plus pour t'entraîner fort, mais tu n'avais pas à être menstrué. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ne plus te border avec le fait d'avoir une absence de règles? Parce que tout ça découle du fait aussi de comprendre l'expression hormonale féminine, OK? Puis de valoriser son expression. Ça veut dire que si la primauté de la femme n'est pas d'être en pleine expression hormonale parce que c'est bénéfique pour sa santé, ça, c'est la primauté chez nous, là. Ça veut dire que tu as ton cycle d'expression hormonale, tu ovules, tu produis un bon taux d'estrogène puis de progestérone, tu es en santé. Ça, c'est la primauté. Tu n'as plus de règles. Peu importe la cause. Tu n'as plus de règles dans le sport, ça c'est notre discussion d'aujourd'hui. Pourquoi? Puis là, quand tu te mets à chercher le pourquoi, bien là, c'est là que tu trouves des déficits d'expression hormonale, mais pas juste au niveau de l'expression hormonale féminine, au niveau de la thyroïde, ça affecte les surrénales. Le bilan hormonal de la personne, Red, la personne qui te consulte, qui est en aménorrhée, la femme qui te consulte, qui est en aménorrhée, tu reçois son bilan hormonal pour confirmer ce que tu suspectais, ça ressemble à quoi? Oui, puis il n'y a pas beaucoup de cliniques qui font ce genre de choses-là, hein, parce qu'on a aussi beaucoup mêlé le surentraînement puis le RED probablement à un certain moment aussi là, de l'histoire en recoupant même pas que cette patiente-là pouvait être aménorrhéique dans le sport non plus. Là. OK, ça, genre, même pas le considérer. Mais ces bilans-là sont tellement particuliers, puis c'est ça qu'on a découvert avec le temps. Puis il y a de la littérature quand même là-dessus pour différencier les types d'aménorrhée chez la femme. Mais c'est tellement particulier que quand je le reçois, parce que moi je reçois des tonnes de labos tous les jours, je le sais que c'est un RED. Il y a un bilan il est dysfonctionnel. Ouais. Puis il est dysfonctionnel dans sa particularité que les patientes ont des taux extrêmement bas d'estrogène et de progestérone. Extrêmement bas, est-ce que on a un auditoire assez aguerri. Ouais. Extrêmement bas, ça veut dire on a des ranges qu'on voit, là, tu sais, quand on est habitué de voir ces expressions hormonales-là, là, autant en estrogène qu'en progestérone, hein, parce qu'on les regarde chez une femme en âge de procréer toujours dans la phase lutéale, hein, parce qu'il y a zéro progestérone dans la phase folliculaire, c'est juste une expression estrogénique dans la phase folliculaire. Quand les patients ovulent, ils se mettent à exprimer leurs hormones féminines. Ce qui fait que tu es une femme dans la vie, c'est qu'il y a un jour, tu te mets à ovuler, puis la journée où tu ovules, tu as une expression hormonale féminine d'estrogène et progestérone. C'est ça qui fait que tu deviens une adolescente, une femme, jusqu'au jour où que tu deviens ménopausée. Quand tu deviens ménopausée, tu arrêtes d'ovuler, tu arrêtes ton expression hormonale, puis tu n'as plus d'estrogène puis de progestérone dans le sang. Puis là, ben, à ce moment-là aussi, l'autre signalétique qu'on voit chez la ménopausée, c'est que la FSH va monter très, très haut. Parce que le cerveau ne va jamais se contenter d'une chute d'expression hormonale. Il ne va jamais se contenter de l'insuffisance ovarienne. Le RED, la différence, c'est que la FSH va rester normale face à un déficit estrogénique et progestéronique. Mais le déficit, il est permanent et toujours présent. Ils n'ont jamais de variance hormonale, ces patientes-là. Comme une patiente normale. C'est que tu aurais 3 phases dans le cycle. Oui, c'est ça. Nous, on l'explique beaucoup en 2 phases. Là, folliculaire, lutéale, là, parce que la menstruation, c'est la première phase, c'est la première partie de la phase folliculaire, puis la phase lutéale. Mais la phase lutéale est extrêmement importante parce que c'est ton ovulation qui amène ton expression hormonale. Donc, ces patientes-là sont aménorrhéiques, ils n'ont pas de menstruation dans le sport.
mais ils sont aussi anovulatoires. Puis, ce qui est particulier chez ces patientes-là, c'est que l'hypophyse ne prend plus d'action face au déficit hormonal. C'est ça qui est très anormal. Bon, il y a d'autres. Ça, c'est ce signalétique-là, c'est l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Ça veut dire que l'hypothalamus, il regarde le système énergétique, les entrées, les dépenses, puis là, il met en hold la reproduction parce que il ne peut pas concevoir qu'il y a assez d'énergie pour accomplir tout ça. C'est probablement aussi peut-être un mécanisme évolutif, là, probablement que dans notre évolution d'humain, quand on était dans des restrictions au niveau de la dénutrition ou la sécheresse, où on devait dépenser de l'énergie pour se déplacer, ben, c'était peut-être pas le temps de se reproduire aussi à ce moment-là. C'est un peu ça qui est mis de l'avant, c'est que le corps est dans une période de stress et de famine au niveau énergétique. Et pour protéger un futur enfant, ben, on arrête de pouvoir procréer. C'est un peu le mécanisme qui est un peu mis de l'avant, qui suit ton idée de l'évolution, là, parce qu'il y a eu des grandes périodes de famine, de transition. On était des nomades, on se promenait d'une place à l'autre, puis à un moment donné, on avait de la sédentarité, on avait de l'abondance, puis les femmes pouvaient... C'est pas si vieux que ça. On a vécu ça dans des siècles qui sont pas si lointains. Mais là, parce que notre situation qu'on parle là, de Jim, là, c'est nouveau, ça. Dans l'histoire de l'humanité, c'est une fraction infinitésimale. On ne s'est pas développé au niveau de notre génétique, d'une mécanistique extrêmement complexe d'expression hormonale sur 30 ans, puis on va certainement pas changer ça sur 30 ans non plus. C'est ça. Fait que la femme qui est anovulatoire a pas d'estrogène ou très peu, puis tu n'as pas de progestérone non plus. Ça, c'est flat. Toujours. Ça veut dire que tu vas l'évaluer après ça un peu n'importe où dans son cycle, une fois que tu sais que c'est ça. Elle n'a pas de cycle. Elle n'a pas de cycle. Fait que n'importe où dans le mois. Nous, on les bilante là, à 15 jours. On peut le refaire, on l'a déjà refait dans le temps, là, mais c'est toujours pareil. Puis ce qui est vraiment particulier chez une femme RED, c'est qu'elle a un taux d'estrogène qui est juste au-dessus d'un taux ménopausique, ce qui fait qu'elle a aussi pas les symptômes d'une ménopause. Pas de chaleur. Elle n'a pas de chaleur. Parce qu'elle va produire toujours un petit niveau d'estrogène là, qui on situe à peu près entre 100 et 150 là, d'estradiol. Okay. Mais la progestérone est toujours extrêmement affaissée. Ils ont rarement des valeurs plus de 1 de progestérone. Tu dis 100-150, juste pour notre auditoire, en période lutéale. Ouais, on a à peu près de 400 000 d'estradiol. Puis... on a à peu près entre 40 et 90 de progestérone. Puis tu me disais, donc, que tu vois des progestérones en 1. Toujours. Toujours à 1. Fait que, après dire, si tu fais un bilan au jour 3 du cycle, là, comme on le fait des fois pour la procréation, mais si tu le fais jusqu'à l'ovulation, la progestérone est toujours autour d'1. Puis, c'est une progestérone qui est absente. Là. C'est pas anormal, mais eux autres, là, c'est l'anormalité, c'est qu'ils n'ont plus la fluctuation associée avec les cycles. Puis tu disais 400 000, puis on est à 100 à peu près, 102. Oui, on est à peu près entre 100 et 150, rarement au-dessus de ça. Ils ont toujours un progestérone, un point quelque chose. Puis tu regardes-tu la testostérone aussi? Oui. Puis la testo, ça a l'air de quoi? Ça dépend des fois de la profondeur. Ça dépend de la profondeur, depuis quand ils sont en RED ou depuis combien de temps. Mais des fois, des choses qu'on va voir aussi, c'est des testostérones qui vont s'affaisser aussi, comme chez l'homme. Hein? Parce qu'un RED peut être présent chez l'homme aussi, c'est pas juste associé à la femme. Là. Mais les testostérones vont s'affaisser. Autant la totale que la libre, là, mais globalement, la testo s'affaisse. Puis il y a un autre signal aussi qui des fois, on va voir qui va démontrer peut-être que c'est encore plus sévère, c'est qu'ils vont des fois avoir des TSH qui vont être normales, mais ils vont avoir des T3 libres et des T4 libres affaissés aussi. Donc, la TSH n'est pas augmentée. Elle va être normale. Oui, parce que c'est toute la... C'est qu'il y a un signal qui vient, dans le fond, plus haut que l'hypophyse dans l'hypothalamus, qui envoie une signalétique négative de dire « OK, t'arrêtes. Là. Tu ne prends pas d'action. Je sais que tu veux prendre des actions, mais prends-en pas présentement. » C'est vraiment particulier. Puis le milieu, là, tu parles de thyroïde, mais si on fait l'axe avec la thyroïde, on s'en va directement après ça avec les surrénales.
l'expression du cortisol, par exemple, versus... En général, ils ont des cortisols présents, là, OK. parce que, tu sais, il y a probablement un effet de stress aussi qui est associé avec cette situation-là, fait qu'ils vont produire du cortisol, là. Le cortisol va être dans les ranges normales. Là. Moi, la plupart du temps, ils n'ont pas de cortisol, mettons, affaissé, mais c'est sûr que si le cortisol, en plus, était affaissé, là, ça serait... Est-ce qu'ils vont passer Parce que ça affecte, tu sais, l'hypophyse est le centre de contrôle hormonal global. Hein? Donc, on voit que dans le RED ou dans l'état de diminution des apports dans un contexte de sport, ça affecte plusieurs systèmes. Puis c'est là aussi que, tu sais, on peut parler là, de tous les systèmes qui sont atteints, mais c'est massif, là. Ah non, c'est ça. Puis là, après ça, on parle d'expression dans un bilan sanguin. Là, Oui. dans la personne, tu sais, on parlait un peu, je t'avais amené vers qu'est-ce que ça change au niveau de la physionomie d'un individu, parce qu'on sait que ce qui fait d'une femme une femme et un homme, tu sais, c'est l'expression hormonale aussi. Tu sais, si un homme se développe une certaine musculature, notre pilosité, notre voix qui change à la puberté, mais la femme aussi se développe des formes. Là, tu sais, il y a le développement des seins, le développement des hanches, des fesses, l'accumulation du gras plus au niveau des membres, les gars, c'est plus au niveau du tronc. On sait que l'androïde, la personne androgénique va accumuler, quand elle accumule du gras plus intra-abdominal. Puis c'est un facteur de risque qui est augmenté chez les androgènes, les gens qui ont plus d'androgènes au niveau cardiovasculaire versus la femme. Donc, la femme qui est en aménorrhée, qui change aussi au niveau physionomique, là, elle perd du volume. Si on perd une femme jeune là, qui serait encore dans le processus de développement, ça va nuire potentiellement à son développement. Mais tu sais, on le voit, le RED est très présent là, dans les sports jugés. Gymnastique, patinage artistique, course d'endurance, vélo quand on veut optimiser le poids, le ratio poids-puissance. C'est beaucoup là qu'on va avoir des déficits d'apport énergétique, hein, parce que, tu sais, pas oublier là, que t'as pas besoin d'aller très, très loin dans l'histoire des Olympiques, là, dans les années 80 puis 90, là, que on jugeait l'apparence du corps d'un athlète de comment il devait être en gymnastique ou tout ça. Là, je veux dire. Ben, c'est encore ça, tu sais, il y a des... Oui. Encore aujourd'hui, là, c'est ça que nous, c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui. C'est parce qu'on veut démolir ces concepts-là. Là, effectivement, ils ont montré, il y avait un patineur aux Olympiques, je me souviens plus de quelle nationalité, qui a fait le fameux backflip à une jambe, puis c'était prescrit de plusieurs années. Puis la première qui l'avait faite, c'était une fille qui était excessivement performante. Mais c'était noir. Déjà en partant dans une certaine époque, c'est une chose, mais elle était très musculaire aussi. Fait qu'elle avait pas le stéréotype du physique de la patineuse artistique, très élancée, très ballerine style, là, tu sais. Fait qu'elle, pour montrer qu'elle était supérieure aux autres, elle avait sorti pour la première fois le backflip à une jambe, imagine-toi, en patin. Oui, parce que ce backflip-là, pour être jugé apte, il devait être réceptionné sur une seule jambe. Exactement. Parce que si tu le réceptionnes sur deux jambes, il n'est pas qualifié comme étant un saut officiel en patinage artistique. J'imagine la difficulté. Ben oui, c'est ça. Là, ça avait été prescrit à cause du danger, puis là, finalement, c'est revenu comme étant légal de le faire. Mais j'écoutais le reportage de cette femme-là, puis elle disait, tu sais, toute ma carrière, moi, je me suis battu contre le fait que j'avais pas la shape, mais elle était capable de tout faire. Mais ils l'ont toujours, tu sais, dénoté à cause de son physique. Fait que, tu sais, c'est pas... Puis après ça, ben, il y a nécessairement aussi le stéréotype qui va avec. Certains sportifs, certaines femmes surtout, vont se mettre dans la tête que le plus mince que t'es, mieux c'est. Puis là, toutes les catégories de poids après ça, là, dans les sports... sports jugés là, comme la boxe, ou que tu dois descendre des poids, ou que tu vas amener des régimes. Moi, je l'ai fait de la boxe amateur, mais je regarde des pros, dans la MMA, c'est encore pire. Le fait que tu te pèses 24 heures avant, ils font des manipulations qui n'ont aucun bon sens. Nous autres, quand je faisais de la boxe au niveau amateur, mon combat était à 7 heures le soir, je te pesais à 4 heures l'après-midi, j'avais pas le temps de faire grand-chose. On arrivait là-bas, on s'inscrivait, on faisait à peser, puis on s'en allait se préparer. Il fallait que tu sois capable d'être opérationnel. Je me battais à 185, j'arrivais à 185, tandis que là, tu as le gars qui se bat à 185, mais le lendemain, il va se peser, c'est-à-dire à 185, mais le lendemain, il va peser 200, 210. Oui, parce qu'il va reprendre... Il y en a que c'est fou, parce que c'est dangereux en plus, mais dans certains sports, ils ont tellement de fréquences qu'ils peuvent pas faire ça. Fait qu'ils se tiennent vraiment trop ligne tout le temps. C'est l'état
chronique, hein, souvent, là, qui va être beaucoup plus délétère que l'état aigu, là, parce que l'état aigu va entraîner un stress probablement aigu dans le corps, là, puis il n'est probablement pas favorable. C'est la déshydratation dans l'aigu qui est très dangereux, là, parce que souvent, ils font des arythmies. Des ordres électrolytiques, probablement, des choses comme ça. Mais moi, je ne dis pas ces athlètes-là, mais nous, ce qu'on voit dans le RED, c'est un déficit chronique. C'est ça. Okay? C'est vraiment un déficit qui est persistant. Puis, fort probablement, puis tu sais, quand tu parles de l'image du corps, ce qu'il doit être, comment on devrait être, cette personne-là est performante, cette personne-là réussit, cette personne-là fait cet entraînement-là, je dois atteindre ça pour être performant. Il est tout là le problème. Il n'est pas comment je rentre du stock dans mon corps pour être performant. C'est comment l'image devrait être pour que je sois. Puis ça, là, c'est la plus grande catastrophe. Nous, on le voit beaucoup en santé hormonale féminine, là, mais les modes, tu devrais être comme ci, comme ça, c'est ça le standard de beauté, c'est ce que tu devrais atteindre. C'est fou, là. Ça détruit là, la physionomie féminine d'une affaire de n'importe quoi. Là. C'est ça. C'est là que... Des fois, tu l'as dit tantôt, c'est un homme puis une femme, là, c'est différent. C'est pas les hormones. Hein? On vénère beaucoup la testostérone chez l'homme. On entend parler quand même beaucoup présentement. Mais autant un des deux sexes ont les mêmes hormones. C'est la proportion de ces hormones-là qui définit le phénotype. Ces hormones-là... Je veux dire, l'estrogène, moi, j'ai plus d'estrogène qu'une femme ménopausée. C'est ça. Puis il y a des hommes... Pas n'importe quoi. Là. L'homme a plus d'estrogène que de testostérone aussi. Si on regarde de façon absolue. Ouais. Fait que c'est juste la proportion. On parle de 10 fois moins de testostérone chez la femme. Puis quand on le voit aussi que le phénomène, dans le bodybuilding, ça fait longtemps qu'on assiste à ça, mais là, il y a le phénomène un peu plus médiatisé puis connu, là, des transitions de sexe. Fait que pour ceux qui le font, c'est pas compliqué. Pour avoir parlé des médecins qui le font, puis moi, pour avoir assisté ça en bodybuilding, c'est pas compliqué. Tu prends la femme qui veut avoir la musculature d'un homme, ben, tu lui donnes un milieu hormonal d'un homme, puis vice-versa. Fait que quand tu donnes des hormones androgènes à une femme, ben, tranquillement, pas vite, elle développe la musculature d'un homme, elle perd la disponibilité qu'elle avait. Puis il y en a qui se retrouvent, moi j'ai vu, c'est assez traumatisant, dans des compétitions de haut niveau dans le bodybuilding, en étant backstage, en préparant des athlètes. Des filles se mettent des perruques parce qu'ils ont perdu leurs cheveux, pareil qu'un homme qui avait trop de DHT. Fait que tu regardes leur voix, tu fais comme, OK, excusez-moi. Oui, puis ils ont recours probablement aussi à l'épilation laser ou différents types, parce que c'est sûr qu'ils vont avoir une expression de poils corporels. On le voit dans le syndrome des ovaires polykystiques, là, ils ont des androgènes augmentés, mais c'est pas de commune mesure de ce qu'on pourrait voir probablement. Non, puis ils ont quand même des symptômes. Là, oui, ils sont symptomatiques. Là, ils ont des testos autour de 2,5, 2,7. Ils ont des testos libres autour de 35-40, c'est pas très élevé comme taux, là. Mais c'est juste assez, puis c'est le double de la physiologie normale à peu près. En dessous de 2 chez la femme, puis les meilleurs testos libres que je vois, c'est à peu près entre 15 et 25 chez la femme. Naturel, là. Ouais, exactement. Des full naturel. Puis il y a fort probablement un lien entre... Puis ça, c'est une autre affaire, des fois, qu'on parle pas assez. Toutes les femmes veulent savoir comment ils sont, mais peu comprennent que leur santé globale affecte probablement leur expression hormonale. Ça, là, ce lien-là entre la santé globale et l'expression hormonale, puis on a la même affaire, puis tu t'en avais parlé avec le Dr. Ouellet, entre la santé métabolique des hommes puis l'andropause, c'est tellement sous-estimé. Mais en même temps, c'est tellement important. Parce qu'un corps qui est en santé, qui est bien nourri, qui est fonctionnel, qu'on bouge, qu'on muscle, qu'on tient en forme, il est en expression hormonale extrêmement favorable. Ouais, c'est ça. Puis des fois, j'ai des femmes qui viennent me voir dans des conditions métaboliques très importantes, là, comme des hommes.
Puis ils ont des perturbations hormonales, puis des fois, c'est même difficile de savoir est-ce que c'est des perturbations hormonales associées avec le vieillissement ou avec l'expression hormonale dans un contexte métabolique défavorable. Ben, la santé métabolique, là, j'ai fait un petit post là-dessus cette semaine là, qui parlait de la flexibilité métabolique, puis qu'on a tendance à dire aux gens, vous pouvez perdre du poids, c'est assez simple, là, coupe, mange moins, bouge plus. Mais quand tu es dans un syndrome où tu es résistant à l'insuline, ou tu as des ovaires polykystiques pour certaines, écoute, les premiers pas, ça ne serait pas aussi simple que ça. Là, pour redonner de la sensibilité à l'insuline, pour être capable de... Il va y avoir un processus qui va englober toutes tes habitudes de vie. Si tu coupes plus les calories puis tu bouges plus, mais tu es quelqu'un qui a un cortisol élevé, tu as une perturbation au niveau de ton sommeil, tu as un niveau de stress, ben peut-être que c'est ça qui fait que tu as une résistance à l'insuline d'abord, plus que l'alimentation et l'activité. Fait que réglons ton problème de stress, de sommeil en premier, parce qu'il y a des études très probantes là, qui prouvent qu'après 3 jours mettons, 3 nuits consécutives de 5 heures de sommeil, tu as déjà un pied dans la résistance à l'insuline. Là. On voit déjà des augmentations on la mesure de l'insuline aujourd'hui là, dans nos labos, là, puis c'est fou. Là. Les insulines à jeun qui ont aucun rapport. C'est fou là, comment ça n'a pas été élevé. Là. Dans les syndromes des ovaires polykystiques, l'insuline à jeun est environ autour de 40 à 50. Là, on pogne des 300, 400, 500 à jeun. Là. Ouais, j'ai vu ça chez une femme. C'est très, très, très élevé. Mais ce désordre-là dans les ovaires polykystiques est fort probablement d'expression hormonale. Là, parce qu'il n'est pas la même chose dans le RED que dans le syndrome des ovaires polykystiques. Dans le syndrome des ovaires polykystiques, la résistance à l'insuline joue probablement un rôle extrêmement important dans parce que les autres aussi ont une absence de règles, mais pas pantoute pour la même raison que le RED. Ouais, c'est ça. Souvent, le traitement associé va être un traitement pour la gestion de l'insuline. Ils vont donner de la metformine et des médicaments de ce genre-là, là, en plus des anti-androgènes. Mais c'est souvent des patientes, c'est ça, qui ont des désordres métaboliques extrêmement importants. Puis ça existe quand même. Puis on a de la misère à les comprendre là, au niveau clinique, mais ça existe des syndromes des ovaires polykystiques chez les patientes à poids normal sans résistance à l'insuline. OK. Ça existe. Ils ont toute la clinique, ils ont l'absence de règles, ils ont les ovaires, mais ils n'ont pas la résistance à l'insuline. C'est une sous-catégorie qui me challenge beaucoup dans ma vie. C'est ça. Moi, j'en ai plus jamais vu cliniquement. Cliniquement, il y avait pas mal tout le même syndrome. Ouais. Là, ça, c'est le classique, mettons. Là. Mais la cause, c'est différente. Moi, j'en ai une cliente... Là, ovaire polykystique qui s'est développé sur le tard dans sa vie avec une résistance à l'insuline associée, une insulinémie à jeun élevée, une glycémie normale élevée, mais avec un HbA1c qui était quand même sur le bord d'être haut, là, à 5,8, 5,9. Mais elle, la cause, c'était la volonté de perdre du poids qui était toujours présente dans sa vie. Puis un déficit énergétique trop bas, avec une activité physique trop élevée, puis un stress, puis une insomnie. Fait qu'elle, elle dormait mal, elle s'entraînait trop, elle mangeait trop peu, puis ça a fini par développer ça. Oui, mais tu sais, on revient toujours à la base de la pyramide là, de la santé. Puis tu sais, on beau écrire des livres gros de même, là, ça revient toujours à la même histoire. Ouais, Toujours. Sommeil, anxiété, activité physique, pas fumer, la récupération aussi dans le contexte du sport, parce que la récupération est aussi importante que ce que tu mets comme charge sur ton corps. Si tu n'es pas capable de récupérer, tu vas tomber en surentraînement. Mais cette base-là, là, c'est la primauté. On va probablement parler tantôt un peu de supplément, mais c'est très utilisé, mais sans regarder la base de la pyramide. Je vais prendre ça, donc nécessairement, je vais mieux aller. Ouais, mais faut que tu reviennes à la base, là. Faut que tu reviennes à la base de la pyramide. Mais c'est toujours qu'est-ce qui est le plus simple qui est le plus dur à vendre. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi. C'est pas glamour de. Présentement, ça, mais... en plus, on a des nouvelles molécules qui rentrent. Là, tout le monde parle de peptides, d'agonistes à GLP-1 et tout ça. Comme étant une nouvelle panacée, mais ça ne changera pas que la base va toujours demeurer la même. Ça devient un adjuvant. Si tu veux accélérer un processus chez quelqu'un qui a de la résistance à la perte de poids et tout ça, puis tu
implantes les bonnes habitudes de vie, tu rajoutes ça avec un suivi merveilleux. Mais tu sais, blank, je te prescris ça. Puis là, on a défini l'obésité comme une maladie. Donc, si tu as une maladie, tu pourrais être traité de façon chronique pour quelque chose sans avoir à faire... Tu sais, il y a quelque chose d'insidieux là-dedans. C'est très intéressant parce que ça aide des gens qui avaient vraiment de la difficulté. Mais là, présentement, si tu regardes le nombre de gens qui consomment le produit versus le besoin, là, on a complètement dérivé. Mais tu sais, quand on juge aussi beaucoup l'obésité chez la femme, parce que c'est le visuel qu'on voit, mais c'est surtout, on va dire qu'on est dans un corps gros ou petit. Là. On ne parlera pas d'obésité dans ce contexte-là, mais de plus en plus, on voit que pour considérer l'obésité comme étant problématique, il faut qu'il y ait des désordres métaboliques aussi qui accompagnent cette obésité-là, parce qu'on sait que peu importe, dans les études, peu importe le poids de la personne, si la personne est active, elle a moins de risques cardiovasculaires, peu importe son poids. Puis c'est pas l'image corporelle qui définit la santé. Du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Des études très intéressantes sur la lipodystrophie du monde qui viennent au monde avec peu de cellules adipeuses sous-cutanées, puis qui accumulent du gras intraviscéral, puis qui sont gros comme ça, puis sont résistants à l'insuline à l'infini, qui sont hyper tendus, puis c'est des pics. Oui, mais tu peux être comme ça, puis avoir effectivement beaucoup de graisse viscérale, de la résistance à l'insuline, être très à risque au niveau cardiovasculaire, d'avoir beaucoup de graisse au niveau péricardique, puis de ne pas être en santé, puis d'être inactif, puis de fumer comme une cheminée. Là, il a encore avoir l'air healthy sur une photo, mais que l'autre personne... Ça n'a pas de lien. Qui est plus grasse, mais qu'elle, justement, à cause qu'elle a des adipocytes qui peuvent emmagasiner le surplus d'énergie, ça sort un peu de sa physiologie. Donc, la graisse sous-cutanée, c'est un peu à l'extérieur du corps. Fait qu'il y a du monde qui, tant et aussi longtemps qu'ils ne développent pas d'incapacité de stocker, qui sont encore dans le processus de stocker ça, mais ils sont sensibles à l'insuline, ils se débarrassent du surplus dans le tissu adipeux, sont actifs, ils n'ont pas un niveau de stress élevé. Moi, j'en ai, tu regardes, on va faire un bilan sanguin, tu reçois le bilan, tu dis que c'est un bilan d'athlète, mais la personne qui était assise avant de moi n'a pas l'air de ça, mais c'est pas un définitif. Si elle met ça en place, tu vas le voir dans le labo. C'est ça, définitivement. Fait que, elle n'aura pas la résistance à l'insuline. Les triglycérides ne seront pas élevés. La glycémie, puis, tu sais, souvent, on regarde juste, tu sais, la glycémie puis l'hémoglobine glyquée. L'insuline est bien plus parlant que ça. Oui. Hey, les patients jeunes, là, des syndromes de l'ovaire polycystique qui ont 29 ans, là, puis qui ont 350 d'insuline, je te garantis qu'ils n'ont pas de diabète, puis la glycémie est belle. Il y a un contrôle, mais il y a un contrôle au coût d'un coût extrêmement important en production d'insuline. Là. C'est ça. Ils sont capables. C'est ça. Fait avant de développer une résistance... C'est que la problématique, à un moment donné, en vieillissant, tu n'es plus capable de compenser. C'est ça. Puis c'est ça. Souvent, avant d'être résistant, il faut que tu aies une surproduction. Avant que le récepteur se dise, là, je suis saturé, donc je ne réponds plus. Fait que l'hyperinsulinémie s'est installée bien avant la résistance. Puis la résistance vient avant l'augmentation de la glycémie, puis l'augmentation de la glycémie vient avant. Fait que, tu sais, quand ils mesurent l'hémoglobine glyquée, t'es à la fin d'un processus, là, t'es pas au début. Quand t'as un patient diabétique, là, qui a une hémoglobine qui est à 8, là, t'es loin dans le processus. Là. C'est ça. T'es pas au début. T'es pas au début. Tu sais, si on avait dit, écoute, il y a des affaires que j'aime moins, puis tout ça, tu sais, tes triglycérides commencent à... Tu fais une insuline, mais tu sais, tu demandes ça à un médecin, encore aujourd'hui, je vais avoir mon insulinémie, tu sais, mon insuline à jeun. C'est comme, c'est pas dans les cases sont là, c'est obligé de l'écrire à côté, un insuline, tu sais, ça devrait être un test de routine. Ça. Mais tu sais, les triglycérides hauts avec l'insuline élevée, là, c'est les deux affaires que je déteste le plus voir. Ça, là, ça prend un counseling de santé. Puis là, après ça, tu fais une échographie du foie, où il commence à avoir un foie gras. C'est ça. Puis ils n'ont pas nécessairement encore la glycémie élevée. Ils sont encore... Ah non, pas d'autre. Ah non, on voit ça à tous les jours. Là. C'est ça. On voit ça à tous les jours, mais si tu conscientises ton patient qui est sédentaire, qui a de l'obésité abdominale, qui fait de l'apnée du sommeil parce qu'il y a de l'obésité abdominale, il y a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Sa tension va être normale. Il n'y aura pas une glycémie haute. Là. Mais là, à un moment donné, c'est... L'affaire importante aussi à dire, c'est que l'obésité, c'est une chose, mais on détermine, on a une idée de ce que c'est, mais tu sais, dans le bodybuilding,
On a des obèses avec un pourcentage de gras bas aussi. Là. Je ne ferai pas d'amis avec ça. Là. Mais ils ont tous les mêmes problèmes parce qu'ils sont trop lourds, mais c'est de la masse musculaire, de la rétention d'eau, puis tout ça. Mais pour maintenir ce poids-là, ils ont une physiologie ils vont développer éventuellement une résistance à l'insuline ou d'autres choses, mais là, ils font de l'apnée du sommeil. Souvent, ils sont hyper tendus. On le sait que la longévité a rapport avec ton empreinte métabolique. Ça veut dire comment ça coûte quotidiennement te tenir en vie. Ça peut être parce que tu es trop inactif, mais ça peut être aussi parce que tu pousses l'enveloppe trop loin de ton empreinte génétique. Là, Mais surtout, en plus, après ça, on va tweaker dans les hormones. C'est ça. Là, tu joues dans un jeu extrêmement dangereux, hein, parce que tantôt, quand on parlait d'expression hormonale favorable, le RED, c'est une dysfonction d'expression hormonale. Quand tu mets des androgènes de façon supraphysiologique, tu viens aussi interférer avec l'expression hormonale. Moi, j'ai pas eu la chance beaucoup de bilanter des femmes sous anabolisants. Là. J'aimerais beaucoup ça le voir, mais je suis à peu près capable de te dire qu'ils vont être extrêmement suppressés au niveau de la FSH-LH, puis ils vont avoir des taux d'estradiol et de progestérone extrêmement bas. Ces patientes-là sont probablement sans menstruation. Puis après ça, qu'est-ce que ça fait d'amener ça en taux supraphysiologique comme ça, testostérone? Là, ça, who knows, là. Il y a la masculinisation là, qui devient un problème assez rapidement dans le processus. Sûrement. Mais, tu as toute une question de proportion, hein? C'est toujours une question de proportion. Les femmes, des fois, quand ils vieillissent puis commencent à perdre l'estrogène et de la progestérone, des fois, ils ont une testo qui n'est pas encore affectée, puis ils vont se mettre à avoir... des poils plus disgracieux qui vont se mettre à sortir. Ouais. Mais ils n'ont pas des testos plus hauts. C'est une question de proportion. Toujours une question de proportion. La ménopause, c'est la même chose. C'est une chute hormonale d'estrogène et de progestérone. On ramène des proportions hormonales que la femme n'est pas capable d'effectuer par elle-même. C'est une question de proportion. Non, c'est pas une question de temps ou de trop... C'est très, très, très... Puis le corps, c'est toujours de compenser. Chez l'homme, par exemple, qu'on augmente, qui est augmenté en testostérone supraphysiologique, il va y avoir une aromatisation qui va augmenter, son estradiol va augmenter de façon élevée. On va avoir des estradiols au-dessus de 200 qui peuvent devenir problématiques, développer des gynécomasties, puis toutes sortes d'affaires. Oui, la féminisation... C'est sûr que si tu montes la testo, tu vas probablement compenser par des mécanismes de stabilisation. C'est ça. Mais c'est... Le DHT augmente. Quand tu commences à jouer dans ça, c'est tricky. Puis la testostérone, on le voit aussi chez l'homme, mais il est extrêmement incisif, puis il est extrêmement suppressif. Quand on fait de l'andropause, on suppresse vraiment les axes hypothalamo. Le mode est la TRT. Il y a des gars qui partent ça en pensant que ça va... moi, je vois des TRT, là, c'est un remplacement hormonal comme chez la femme ménopausée, mais chez l'homme. Donc, ça prend un bilan avant de commencer. Puis là, je vois on voit tout ça, là, le TRT, là, c'est rendu que ceux qui sont supraphysiologiques, parce qu'ils sont moins supraphysiologiques que le gars qu'ils connaissent, sont en TRT, parce que les ratios, ils les connaissent pas, ou en tout cas, ils n'en tiennent pas compte. Là. Ils prennent 300-400 mg de testostérone par semaine avec 2-3 autres patentes à côté. Je suis en TRT parce que moi, avant, j'ai déjà pris 600-700 ou 1000. Fait que là, à 300, mais c'est pas ça. Le TRT, c'est mais ça, c'est pas ce que nous, on fait. Non, définitivement. Parce que, puis c'est important de comprendre, que des fois, on voit des hommes qui ont peut-être des testos, des fois, un peu abaissés, probablement à cause des habitudes de vie, à cause que, ils manquent, ils ont de la résistance à l'insuline, ils manquent d'activité physique, ils manquent de musculation. Des fois, ils m'arrivent dans la cinquantaine, puis, on le voit, là, que dans les 10-15 dernières années, ils ont eu des enfants, là, ils l'ont relâché. Mais c'est pas nécessairement de dire je vais te prendre à 15, m'a t'en donné, m'a te monter à 20. Quand tu donnes la testo, ça suppresse l'axe, puis après ça, ils deviennent dépendants de ça. C'est important qu'ils le comprennent. C'est ça, c'est là que je m'en allais. Ils deviennent dépendants des produits qu'on leur donne. Donc là, je dis, attends un peu, là, tu me demandes une pilule magique pour changer tes habitudes, puis... tu serais peut-être mieux de changer tes habitudes puis qu'on surveille ton expression hormonale avant d'aller tweaker ça. Parce que monter
prendre quelqu'un qui a 14 naturel puis de le monter à 20 de façon artificielle, ça va-tu vraiment changer s'il ne change pas sa santé? Par expérience, moi, je pense que non. Puis, tu sais, le problème, comme c'est là que je m'en allais avec ça, c'est qu'il y en a qui s'auto-diagnostiquent ou qui évaluent ça. Mais il faut savoir qu'une fois que tu as commencé à prendre un dosage de TRT ou autre, tu suppresses l'axe. Puis, si tu suppresses l'axe pendant trop longtemps, tes cellules de Leydig dans les testicules finissent par être dysfonctionnelles. Ça repart pas là, après un certain temps. Les spermatozoïdes aussi, là, c'est ça. Si on est face à des hommes, mettons, qui voudraient avoir des enfants, tu vas l'affecter. Il faut que tu fasses vraiment extrêmement attention à ce que moi, ça a été ma clientèle beaucoup, moi, des jeunes hommes là, dans la trentaine là, qui ont eu des carrières ou en tout cas des expériences en bodybuilding amateur ou d'assez haut niveau qui ont décidé, ben là, écoute, je mets ça en arrière. Et là, j'ai une blonde, je veux un kid, puis là, le spermatogramme, il sort, écoute, tout le monde est mort là-dedans. Là. Il y a un soldat de bout, puis on n'est pas sûr qu'il va se rendre. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on crée dans la santé? Tu sais, les hormones, c'est puissant. C'est tout le temps une question de dose, puis de durée aussi, tu sais, parce qu'on s'est rendu compte dans les études que c'est pas nécessairement la dose qui fait la suppression à long terme, c'est la durée. Fait que le gars qui se dit, ça va être sécuritaire, j'en prendrai pas trop, mais qui dure ça dans le temps, c'est t'es suppressé. Il y a des fait que tu supprimes à 200 ou tu supprimes à 1000, si ça dure 20 semaines, 24 semaines et tu vas avoir les mêmes effets secondaires probables, peut-être moins d'aromatisation puis de conversion en DHT, mais sur la suppression de l'axe, ça ne prend pas de temps que ça. Fait que, tu sais, un TRT, moi j'en ai, ils viennent me voir. Ouais, mais là, mon chum, mais on va l'évaluer. Tu sais, c'était biodisponible, parce qu'on regarde encore la biodisponible, la totale. Bon, tu sais, on est en 1 et 15 en normalité. Tu es à 6. Tu es encore. Tu sais, on peut augmenter ça avec des changements d'habitude de vie. Puis tout ça, on va faire ça en premier, parce que la journée que tu commences ta TRT, mais tu as un abonnement à vie. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu expliques ça aux hommes, tu sais, qui viennent nous voir, dire, ben là, tu sais, t'as ça, ta résistance à l'insuline est augmentée, tes triglycérides sont hauts, t'as de l'obésité abdominale, tu fais pas de l'apnée, mais on va t'envoyer faire ton test parce que je suis pas mal sûr que t'en fais, puis ils en font souvent. Puis même souvent de façon sévère. Oui, c'est ça. Puis là, ils viennent pas me voir pour fatigue, parce que c'est sûr que, tu sais, c'est ça aussi. Puis, tu sais, des fois, ils vont venir me voir pour dysfonction érectile, mais, tu sais, le marqueur de dysfonction érectile est souvent pas la testo, mais la problématique au niveau vasculaire de la dysfonction érectile aussi. C'est un premier signe, souvent, d'un problème vasculaire. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, un homme qui vient me voir, qui a plein de facteurs de risque comme ça, puis qui me dit qu'il y a des dysfonctions érectiles, j'ai pas mal plus peur de sa santé cardiovasculaire que de sa testostérone. C'est le premier signe que tu as des artères de boucher. Ça, là, moi, j'ai peur de ça. Oui, définitivement. Tu sais, fait que. Tu sais, faut faire attention, parce que je sais qu'en même temps, c'est assez à la mode, puis on entend quand même beaucoup parler, puis que, tu sais, on dirait que là, c'est rendu que tu peux avoir ça à peu près n'importe où comme évaluation puis comme traitement. Là, c'est un peu. Moi, je regarde ça, des fois, je fais comme. Oui, puis c'est tellement surévalué, en quelque part. Moi, je suis pas contre. Là, on travaille, le docteur Ouellet, je réfère souvent à Paul pour ces genres de cas-là. Mais j'ai des gars qui surévaluaient tellement les résultats qu'ils étaient pour avoir qu'ils sont déçus. Ils ont poussé l'enveloppe. Là, je veux une TRT, je suis à 50 ans. Puis là, ils commencent. Puis là, ça fait 3 mois qu'ils prennent ça. Puis je les reçois à mon bureau. Puis comment ça va? Ouais, j'ai un peu plus d'énergie, mais je pensais te transformer en l'incroyable Hulk, toi, là. Hein? Ils avaient surévalué, parce que dans leur image, là, c'est ça qui fait qu'un culturiste est un culturiste. C'est relié qu'à ça. C'est pas ça, la réalité, c'est les habitudes. Moi, j'ai tout le temps la même affaire. Si tu regardes le gars à 50 ans qui est en shape au gym, va lui poser la question, c'est quoi son secret? Il va te regarder en voulant dire, de quoi tu parles? J'ai pas de secret. Moi, ça fait 30 ans que je m'entraîne, puis que je prends mes 3 repas par jour, puis que je viens au gym 4 fois par semaine. C'est ces habitudes de vie qui m'ont amené là. C'est l'ensemble. Les hommes qui me sortent des testostérones naturels les plus élevés sont des hommes avec des excellentes habitudes de vie. Exact. J'ai des hommes qui viennent me voir pour le savoir. Mm-hmm. Mais en général, là, juste à l'histoire, pas mal assez sûr que la testo va être de bonne qualité. Ah non, j'en ai vu, moi, des affaires, puis j'étais comme Christy, j'en ai un client, là, le gars est dans la cinquantaine, bonne condition physique, toujours été actif,
consciencieux. Pression artérielle 116 sur 70, une testostérone biodisponible à 11. Je regardais ça, je dis, Christy, prends-toi des REER, parce que t'es pas à veille de lever les pieds, là, tu sais. Mais si tu regardes sa vie, personne ne veut sa recette parce que c'est le même petit train-train, ça fait 30 ans. Faire sa petite marche tous les soirs. Il n'y a pas de secret, c'est les habitudes de vie. Mais les gens essaient de donner des coups. Fait que là, on le voit beaucoup avec l'histoire des peptides, présentement. Un peptide pour ci, rajouter qu'un peptide pour ça. Parce que là, on parle des GLP-1, mais il y a toute l'autre histoire à côté de ça, du underground. Il y a des molécules intéressantes dans un cadre où tu as évalué et changé le reste, puis tu rajoutes. C'est comme un peu de la médication. La médication devient ton outil lorsque tu as essayé de régler le reste puis ça fonctionne pas. Un hypertendu, il y a des gens qui changent leurs habitudes de vie, mangent mieux puis tout ça. Puis après 6 mois, la tension artérielle n'a pas baissé. Ils ont un problème avec le fameux angiotensine, aldostérone, machin. Fait que tu dis, bon, là, enzymatiquement parlant, tu as une prédisposition génétique, comme il y a d'autres personnes qui vont avoir d'autres facteurs, mais tu vas avoir fait le reste avant. Le problème qu'on a, nous, dans le fitness, c'est souvent une molécule avant un changement. Tu sais, c'est t'as ça, prends ça. Tu veux plus de ça, prends plus de ça. Tu veux moins de ça, mais tu sais, fait que c'est toujours, on garoche la molécule puis en médecine, tu sais, dans certaines approches, l'approche, tu sais, allopathique, qui est un symptôme, une pilule, tu sais, aussi, on voit ça. Il y a du monde, t'arrives à une série, tu te dis, mais si t'avais changé ça au départ, t'aurais pas eu ce problème-là, puis si t'avais pas eu ce problème-là, t'aurais pas pris ce médicament-là, puis on n'aurait pas Parce fait que, tu sais, la plupart du temps, quand t'es hypertendu ou quand t'es diabétique, c'est pas un diagnostic terminal, là. Ça veut dire que t'as mis les pieds bien trop loin dans une situation, puis il faut clairement voir à te sortir. Moi, je vois tout le temps mes patients ou mes patientes comme dire, là, t'es en train de mettre les pieds dans quelque chose, puis il faut clairement pas que tu continues d'aller vers là, mais il faut qu'on te sorte de là. C'est ça, exactement. C'est pas genre, t'es diabétique à vie. Le diabète, c'est un signe de dysfonction. Mais c'est sûr que le diabète, quand la glycémie devient perturbée, mais là, c'est ça qu'on expliquait tantôt, t'es rendu loin. Ouais, effectivement. C'est la même chose, je reviens un peu en arrière parce que ça nous ramène à comment on fait pour régler le problème. Parce que le problème, on peut l'évaluer, mais après ça, il faut trouver des solutions. La jeune femme là, qui en patinage, on parlait de patinage artistique, on parlait de certains sports, ils commencent ça jeune. Là, souvent, ils performent à des très hauts niveaux, sont encore adolescentes ou dans le début de l'âge adulte. Elle est en aménorrhée, là, mais qu'est-ce que tu fais pour continuer à avoir la performance? Puis de retrouver cet équilibre-là, c'est où la ligne? Là? J'aime quand même que, tu sais, c'est parce qu'on a souvent vu la performance comme étant reliée à l'absence de règles. Okay? Ça, je pense que c'est une grande erreur, là. Parce que moi, la performance, je pense qu'elle est atteinte quand l'expression hormonale est favorable. Okay? C'est des concepts qui sont différents. Mais une femme performante, à mes yeux, c'est une femme qui a sa régularité, son ovulation, son expression hormonale, puis qui a des apports nutritionnels adaptés à sa dépense qui lui permettent d'avoir une expression hormonale favorable. Comprends-tu? Parce que si la patineuse doit avoir ce poids-là, puis qu'elle entraîne une restriction au niveau de ses apports, puis qu'elle devient... Il va une perte de performance. Elle n'est plus dans la performance. OK? Parce que là, on va tomber dans ce qui peut ressembler au surentraînement, mais problème immunitaire, problème digestif, problème au niveau cognitif, problème de récupération, problème de repousser tes limites, perte de masse musculaire, fracture de stress. Puis ce qui est vraiment... Parce que, tu sais, tantôt, on parlait de RED, où il y a plus longtemps, là, parce que toi, t'es quand même un coach d'expérience, on l'appelait la triade de l'athlète. Mm-hmm. Ça, c'est son ancienne terminologie. Mais tu sais, si on regarde, il y a de la littérature là, qui, quand on regarde les coachs ou les infirmières ou les médecins, est-ce qu'ils sont à l'aise de diagnostiquer ces problématiques-là puis de les traiter? Les pourcentages sont pas très élevés. Non, si on fait, mettons, si on recherche chez les coachs, est-ce que vous êtes capable d'identifier 3 éléments du RED? Est-ce que, tu sais, les pourcentages, c'est extrêmement mince. Puis c'est pour ça qu'il fallait se parler de ça aujourd'hui, parce que c'est une clientèle de coaching qui va nous écouter. Puis
est-ce que les coachs sont attentifs dans le plan d'entraînement à savoir si sont comment tes règles? Est-ce qu'ils sont encore présentes? Est-ce que tu as une régularité? Oui. Tu te sens bien? Tu as de l'énergie? Tu penses que tu es capable de pousser? On pousse. Oui, puis le changement de dire, là, l'objectif premier, par exemple, quand la cliente rentre dans le bureau du préparateur physique, de l'entraîneur, puis ça comme ça, là, c'est souvent la perte de poids. Là. C'est 80% des consultations, là, c'est je veux perdre du poids, puis gagner de la masse musculaire, ça fait partie d'eux, mais ils veulent tout perdre du gras. Fait que, on part avec un déficit énergétique, puis on part avec une dépense énergétique après ça qui est en... Mais on arrive à un certain point, habituellement, que, tu as en absence de résultats, la moyenne vont faire, on va couper les calories, puis on va augmenter le volume d'entraînement. Mais la majorité des gens, l'absence de résultats vient du fait qu'on est allé trop vite dans les deux sens dès le départ. Le volume d'entraînement était trop fort pour la personne, puis l'apport calorique était déjà trop faible, c'est ça qui a breaké tout. Mais là, la première action qu'ils font pour essayer de corriger ça, c'est d'en rajouter. Puis moi, je dis souvent aux gens... Ou de rajouter des produits. Ou rajouter des produits. Ça marche pas. C'est l'un ou l'autre. La technique Ronnie Coleman, increase the dosage puis decrease the rep. Oui, mais sauf que parce que là, on est dans un contexte d'image. OK, mais dans un contexte de santé et de performance, moi, l'image, je la regarde jamais. Moi, j'aime mieux avoir une femme qui a un peu plus de tissu adipeux, cutané, qui a des formes féminines, qui a des hanches. Ça va être une femme qui, à mes yeux, va beaucoup moins se blesser à l'impact. Surtout, nous, on fait beaucoup de courses de trail de longue haleine, là. C'est très exigeant pour le corps. L'impact est extrêmement répété. On fait des descentes à haute vitesse. Puis j'ai bien moins peur de bris au niveau osseux chez ces femmes-là qu'une femme qui me dirait, moi, là, ça fait 4 ans que, j'ai pas de règles. Elle a une forme très androgyne, très amincie. Clairement, la première des choses que je vais vouloir faire, ça va être de renforcer le corps. Là. Mais c'est plus facile dans un sport de performance parce qu'il y a une diminution de performance ou une augmentation des risques de blessures qui est imminent. Là. Ça veut dire la fille qui est androgyne, comme tu dis, qui a perdu du gras, qui a perdu ses formes, qui est sous-alimentée, qui cherche à pousser plus fort maintenant, elle va pogner un mur. Probablement pas. Elle va pogner un mur. Dans le fitness, ce qui est insidieux, c'est que à moins d'avoir une date butoir d'une compétition X, c'est souvent des périodes d'entraînement très longues. Puis là, on modifie. On n'a pas à performer. Tu fais une répétition de plus ou de moins, tu n'es pas jugé sur le poids que tu lèves ou le nombre de répétitions que tu as faites. Fait que là, cet entraînement-là, on va t'en donner un autre. Fait que, il y a un passage dans ces mauvaises habitudes-là qui amène à des problèmes beaucoup plus chroniques souvent avant qu'on le décèle parce que ça a toujours été l'objectif de moins, mais ta façon de faire va t'amener à avoir une résistance à tout ça. Oui, puis le rebound... Parce qu'on juge pas la performance, on juge l'image. Juste l'image. Oui. Mais il est là, Loïc. Mais si on regardait l'expression hormonale sous-jacente, on ferait des sauts. C'est pour ça que nous, on a décidé de développer ça, parce que c'est en ça qu'on croit. Mais c'est sûr que si l'image, c'est d'être très aminci, très découpé, de présenter la masse musculaire, ben, naturellement, les hommes et les femmes ne répondent pas au même entraînement et à ce que ça va obtenir. Mais c'est qu'on a défini des standards. C'est comme les standards de beauté, c'est comme les standards dans le sport. Ce sport-là est un sport jugé. Hein? On juge. Tout sport jugé est extrêmement à risque au niveau de l'expression hormonale. Mais en même temps, est-ce qu'on fait ça pour être en santé ou on fait ça pour l'image? Moi, j'ai eu un gars qui m'avait dit une phrase magique, puis j'aime ça la répéter. Ton gars de gym là, que tu parlais tantôt, là, qui n'a pas de recette miracle, il fait ça pour être jugé ou il fait ça pour être en santé? Exactement. Mais moi, un bodybuilder, à un moment donné, j'avais reçu son bilan hormonal parce qu'il y avait plein de symptômes que je l'ai évalué. Puis là, j'avais ça devant moi. Il me l'avait envoyé. Son médecin, il avait fait une photocopie, puis il m'avait envoyé ça. Puis là, je le reçois dans mon bureau. Je dis, comment tu te sens? Ah, il dit, écoute, moi, j'avais évalué comment je me sens. J'étais en shape, mais je suis pas en santé. C'est un peu, c'était supposé des synonymes en quelque part, cette affaire-là. Être en shape, être en santé. Si on prend la définition même du terme,
Mais lui, en shape, c'est ce que j'ai de l'air. Ouais, Puis en santé, c'est ce que j'avais dans les mains. Et moi, j'ai dit, écoute ça, là, ce que j'ai là, c'est... Tu t'en vas dans le mur, là, tu sais, cardiovasculairement parlant, là. Tu sais, je sais pas, moi, je peux pas continuer à te suivre si tu continues dans ce sens-là. Je vais t'accompagner dans le changement, tu sais. Puis là, il était rendu là, lui, dans sa vie, tu sais. Bon, regarde, les compétitions, ça m'intéresse moins. Là, ben, tu sais, il a perdu un peu de masse musculaire, il a regagné du gras et tout ça. Mais tu sais, il dit finalement, je suis vraiment mieux comme ça. Fait que, tu sais, les standards, puis ce que lui s'était mis comme standard puis comme volonté d'être, complètement erroné. Le problème qu'il y a, c'est que ce qu'il me disait à moi dans mon bureau, c'était pas nécessairement ce qu'il véhiculait dans les médias sociaux non plus. Lui, on va prendre tout pour acquis ce qu'on entend. Le monde, ce qu'il suivait, il disait Christy est en shape, il est tout le temps en shape, il s'entraîne fort, c'est ça. Mais tu sais, la fille aussi, comme je disais tantôt, tu sais, que le monde valorise, mais qui, elle, a dit, moi, j'ai plus de menstruation, je suis toujours fatigué, je suis tout le temps en train de me battre, mais tu sais, il y en a qui ont énormément de volonté, puis je vois ça beaucoup chez les filles, j'en parlais dans un autre podcast pour nous parler, là. Tu sais, ils viennent te voir, là, écoute, OK, là, tu sais, je me remets en shape, là. Tu sais, mon dernier, il y a 4 ans, là, j'ai du temps pour moi, OK? T'as 3 enfants, t'es monoparental, ton plus jeune a 4 ans, tu travailles 2 jobs, regarde d'arriver, puis là, tu me dis que ton objectif, c'est X, Y, Z, puis tu veux avoir ça dans 3 mois, ça marchera pas, là. J'ai dit, moi, je serais pas du suicide assisté, là. Fait que, puis là, il faudrait tasser ça. Il faut que ça rentre, là, entre 7h et 7h30, puis ça, c'est pas 4h30 du matin à 5, là. Tu sais. Mais si on revient à la pyramide, là, tantôt, la base de la pyramide, on n'est pas en train de gérer la base de la pyramide avec une situation de même. Mais est-ce que nécessairement on va avoir des résultats? Est-ce qu'on va avoir des succès? Est-ce que ça va changer de quoi? De remettre un stress. On est très exigeant face aux femmes présentement dans notre société. On veut qu'ils soient comme ça. On veut que ça soit des professionnels. On veut qu'ils soient en forme. On veut qu'il y ait telle image. On veut que ça soit des femmes, des conjointes parfaites. Ils s'épuisent bien raide. Ouais, puis la femme... Puis là, en plus, eux autres, ils se jugent, eux autres mêmes. Entre eux autres. En regarder aussi ce que les médias sociaux vont véhiculer de ce qui est quelqu'un de performant, en santé. Tu sais, quand tu disais tantôt, la fille, elle raccrochait, elle pleurait après. Ouais. C'est pas ça qu'elle véhicule. Non, du tout. Puis c'est ça que tu vois beaucoup de... mais c'est pas ça que le monde voit non plus. C'est ça. Parce que le monde voit ça, puis ils disent, ouais, mais elle, là, tu sais, elle a 2 enfants, puis elle est en forme, puis, tu sais, elle a l'air d'avoir une belle vie, elle voyage. Tu sais, c'est ça qu'ils te vendent, là, tu sais. Mais oui, mais écoute, il y a ça que tu vois pas, parce qu'elle n'en parlera pas. C'est pas vendeur, ce bout-là. Elle doit faire aussi beaucoup de concessions. Ben, il y a quelque chose en quelque part, tu sais. Fait que... Puis ça dure, oui, pour certaines, puis d'autres, ça dure pas, mais le problème qu'on a, je pense qu'il y a beaucoup une question de pression sociale, puis une perception, tu sais. Puis après ça, le problème qu'il y a, c'est que de vendre ça à ton client quand c'est pas ça qu'il veut l'entendre, tu sais, tu te fais pas nécessairement une réputation. Tu sais, moi, je dirais à une fille... Si tu veux avoir des résultats pour avoir une réputation, ça marchera pas. C'est ça. Si tu veux avoir des résultats, moi, il va falloir que je te déconditionne de ce que tu vis présentement. C'est-à-dire que tu t'entraînais 5 fois par semaine, puis tu avais une diète à 1500 calories. Moi, je vais te baisser à 3 fois par semaine, je vais te monter à 1800 calories. Ouais, mais là, je vais-tu gagner du poids? Oui. Ben là, je m'en viens de voir perdre du poids. Ça marchera pas. Il faut que tu dormes plus, que tu t'entraînes mieux, que je te nourrisse. Puis après ça, on développera d'autres choses. Oui, parce que là, tu sais, quand tu dis... Une sur deux va lâcher. Après son 3e enfant, tu sais, elle a vécu beaucoup de stress là, associé avec les grossesses, avec ce qu'on en retire dans sa grossesse, tout ça, mais c'est ça. Des fois, c'est de la façon, tu sais, c'est fait. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais aussi de l'image, hein, parce que l'image dans laquelle on doit contrôler le poids amène nécessairement une restriction, puis c'est souvent le pied dans la problématique au niveau des apports alimentaires, hein, dans les désordres alimentaires. Tu sais, l'anorexie, c'est le bout, là, mais tu sais, la composition corporelle, l'image corporelle, tu sais, quand tu amènes des restrictions, c'est toujours un premier pas dans... Mais c'est un premier... Le RED, là, nous, là, on est des fois pris là, en clinique là, sur la fine ligne entre l'image corporelle, la performance,
les troubles du désordre au niveau des apports ou faut que je fasse tant de temps d'entraînement pour me permettre de manger. Et des fois, là, la ligne là, est extrêmement fine. Puis ça prend une équipe. Hein, tu me disais tantôt, on n'avait pas répondu à ta question, mais qu'est-ce qu'on met dans tout ça? Ben, nous, on essaye de le voir différemment, mais on a des nutritionnistes, on interagit avec beaucoup de nutritionnistes du sport, parce que là, tu fais pas voir ça à une nutritionniste qui travaille avec des diabétiques à longueur de journée, là, une affaire comme ça, là, ça prend des nutritionnistes qui veulent que le corps soit performant puis qui soit en accord avec notre mode à nous de penser. Là. Donc, ça prend des nutritionnistes sportifs. On a qui travaillent avec nous à la clinique, mais on intéresse. Parce que des fois, les patientes vont voir leur propre nutritionniste qu'ils désirent, là, au final. Mais on a même développé un nouveau projet parce que moi puis ma conjointe, on vient de l'obstétrique. Fait que là, on a développé une accompagnante dans le RED. OK. Fait que, parce qu'on pouvait pas juste leur dire, c'est ça, c'est effectivement ça que t'as. Mais là, on a développé quelqu'un qui fait de l'accompagnement dans... Comment tu as trouvé ça cette semaine? Augmenter ton alimentation, ça a-tu bien été? T'as-tu été capable? T'as-tu baissé un peu ton volume d'entraînement? Parce que, c'est une question aussi. À un moment donné, des fois, le volume est trop haut, là. Puis les apports sont trop bas. Fait que là, faut rebalancer. Mais là, on est pris des fois... Avec les athlètes, on a la notion de périodisation d'entraînement. On sait que si tu veux piquer à telle date, mais là, tu vas avoir une période où tu vas construire telle affaire, tu as un bloc qui est associé à puissance, à force, whatever. Mais dans le fitness ou juste dans la composition corporelle, il n'y a pas ça. Fait que c'est toujours un petit peu moins, un petit peu plus, un petit peu moins, un petit peu plus. C'est-à-dire un petit peu moins d'apport nutritionnel, un petit peu plus d'entraînement. Puis moi, je vois du monde, je dis, je sais même pas comment tu fais pour pas être plus malade que ça, parce que ce que tu fais, ça prend premièrement une volonté incroyable de t'infliger ça tous les jours. C'est pas de même que ça marche. Tu récupéreras jamais de façon active avec l'apport énergétique que tu as puis la dépense que tu as avec le type de sommeil puis de niveau de stress que tu as que tu me dis. Là. Ça fait aucun sens. Puis toi, tu me dis que ça fait 4 ans que tu es là-dedans. Là. Fait que, c'est encore beau que tu sois là, mais fais attention. Là, ce que je me dis dans ma tête, c'est ça va-tu être capable de prendre l'effet rebond que son corps va vouloir créer parce qu'il va surcompenser. Là. Si je coupe un peu le volume d'entraînement, j'augmente les calories un peu et tu vas prendre 10 livres. Oui, parce que c'est des situations extrêmement difficiles à balancer aussi. On parlait tantôt un peu aussi. Si tu veux perdre du poids, il faut que ça soit très bien fait parce que si c'est trop restrictif. L'autre jour, j'ai vu une cliente qui est venue me voir puis elle voulait perdre du poids, fait que elle avait fait un régime, il était trop restrictif puis elle maintenait une restriction qui était trop importante puis elle a développé une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle sur une restriction. C'était pas une athlète d'endurance de haut niveau avec une dépense calorique là, extrêmement importante. Là, oui, elle s'entraînait plus, mais vraiment la restriction avait amené l'arrêt des règles chez cette femme-là. Bien, parce que, l'anorexie nerveuse, c'est exactement la même signalétique qu'un RED. Et puis c'est la même... Si tu fais un régime trop restrictif, c'est la même signalétique. Là. Le résultat est c'est de la signalétique de restriction. Ton corps, il fait comme... OK, la reproduction, là, on met ça de côté. Ça marche avec tout le reste qui vient avec. Là. Ben oui, c'est ça. C'est l'ostéoporose qu'on associe à la personne vieillissante seulement. Ce qui est le plus désolant, là, c'est que, parce que là, on en parle plus, on fait beaucoup d'enseignements, puis c'est ça que ça se veut aujourd'hui. Hein, c'est pas poser un diagnostic qu'on se veut aujourd'hui, mais c'est de faire de l'explication populationnelle pour que, le monde remette en question, ça pose des questions, hein, mais jamais les femmes vont venir nous voir pour une perte de règles, mais vont souvent venir nous voir dans un contexte de blessure ou de fracture de stress. Puis là, on va évaluer la situation. Puis il y a une autre chose qui est des fois aussi qui n'aide pas notre évaluation, c'est que la contraception, c'est important, c'est intéressant, c'est des batailles que les femmes ont gagnées, mais c'est un masquant de RED. Parce que ça crée un état hormonal artificiel. La menstruation que tu as sur un anovulant, c'est un segment de retrait. Ce n'est pas une menstruation. Puis ça masque des situations de RED. Ou ceux qui n'en ont pas de menstruation avec certains anovulants aussi. Là. Oui, ça afflue. Oui, ben, c'est le prenant continu. C'est ça. Puis là,
quand on arrive dans des situations comme ça, où, tu sais, des fois, ils vont dire, moi, je ne suis pas menstrué parce que j'ai un stérilet Mirena, puis des femmes qui n'ont pas de menstruation. Il faut être extrêmement attentif aux patientes qui font de l'entraînement, d'endurance ou de sport jugé ou qui ont des contraceptifs parce qu'on peut masquer des situations de RED avec ça. Puis ils vont perdre la densité osseuse. Ça ne protège pas la masse osseuse. C'est important, ça. C'est important. Mm-hmm. C'est beaucoup de patientes qui vont être vues en coaching dans lequel on va l'échapper. Ces patientes-là, t'arrêtes là, parce que là, tu fais un counseling. Tu dis là, on regarde ta situation, ta densité osseuse, t'es bien trop diminué dans ta densité osseuse. On fait-tu une pause de ton anovulation? Ces patientes-là ne sont pas menstruées. Tu l'arrêtes, ils te rappellent 3 mois plus tard. Pas plus menstrué. Pas menstrué. Puis on ne peut pas poser le diagnostic sous un contraceptif oral. On peut sous un Mirena, parce que le Mirena, en général, n'affectera pas la fluctuation hormonale. Il peut rendre aménorrheique, mais en général, n'affecte pas. Parce qu'on est capable de savoir qu'une patiente est ménopausée sous Mirena, est en RED sous Mirena, a une expression hormonale favorable sous Mirena sans règle. Mais il faut en avoir vu une puis une autre là, pour être ça, capable. Puis l'autre qui est en aménorrhée à cause d'un ovulant, là, on va dire, ben non. On fait une densité osseuse. J'ai mes menstruations. C'est un segment de retrait. Okay. Si tu veux savoir si t'es en RED, il faut l'arrêter puis regarder ta physionomie. Puis là, on va dire la plupart des patientes qui viennent nous voir avec une perte de densité, qui ont une fracture de stress, c'est quand même assez. Tu sais, si tu dis, tu fais juste regarder l'histoire, là. Moi, je pars à jeun le matin, je vais courir un demi-marathon, je mange rien pendant, puis là, quand je reviens, je prends un petit shake, puis après ça, je commence ma journée. Ah, c'est ça. Ça peut pas être pas en déficit énergétique. C'est ça, là, les solutions, c'est impossible. C'est un peu ça. Là, on l'évalue. Là, la fille arrive chez vous. Là, comme je te dis, nous autres, le problème qu'on a, puis le problème que la majorité rencontre, c'est les pistes de solution, on les connaît. Là. Clairement, la personne ne mange pas assez, dépense trop, puis souvent, un facteur de récupération haute, stress, sommeil qui peut être... Oui, puis le stresseur du travail, puis familial, puis tout ça, ça se rajoute tout dans la patente. Tu rajoutes tout ça. Là, tu dis, OK, là, la solution, c'est que tu vas manger plus, tu vas t'entraîner moins, puis on va essayer d'évaluer qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ton sommeil, ta récupération, ta gestion de stress. Mais ça va venir aussi avec des changements corporels là, que tu voudrais peut-être pas en premier lieu. C'est ça. Moi, c'est ce bout-là qui est dur à vendre. Là. Tu dis, regarde, tu vas reprendre un peu de poids. Oui, mais c'est parce que je pense que la primauté dans cette situation-là n'est pas la santé. Effectivement. OK? Si une femme vient me voir, est en RED, puis la primauté sur le contrôle du poids, très difficile d'intervenir. OK, ça prend un psychologue, ça prend des nutritionnistes sportifs, ça prend de l'accompagnement. Si la volonté, c'est d'être en santé, plus performant, ne pas se blesser, ils vont très bien entendre qu'est-ce qu'on va dire. Le poids, on est intervenu dans des situations là, où parce que la restriction n'est pas volontaire nécessairement, là, hein? Tu sais, des fois, là, puis ce qu'on a rencontré, c'est que quand on a conscientisé certaines personnes, ils ont pris du poids puis se sont mis à battre des records personnels. C'est ça qu'on voit, nous, cliniquement. Là. Ils ont rarement une diminution de la performance quand on les remet dans des situations hormonales favorables. Là. On voit pas ça. Là. Ils sont plus performantes, récupèrent mieux, sont plus capables de pousser à l'entraînement. Puis ça va avec aussi comment tu nourris avant, comment tu nourris pendant. Puis, tu sais, là, on parle de beaucoup des glucides dans le sport puis tout ça parce que, tu sais, on a ostracisé les glucides, c'est un peu normal, là, surtout les types de glucides. Mais, tu sais, quand tu as de la sédentarité, du surplus de poids, puis, tu sais, que tu bois du Gatorade en pensant que tu vas devenir fit en écoutant les Jeux olympiques, c'est pas ça, là, OK? Ça. Mais quand tu dépenses 2000 calories par jour dans l'effort... Ça prend du fuel pour ça, OK? Fait que nous, on va parler de poids de peak performance et non de poids désiré. Toi, tu as cette physionomie-là, ton poids de performance, c'est pas nécessairement le poids de la fille d'à côté. T'as pas la même physiologie, t'as pas ça, ça veut une genre de charte qui peut vous emmener là? Non, ils vont se stabiliser en général. Okay. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la patiente, mettons,
son poids de pic performance, ça peut être 135. OK? Puis elle voit la fille d'à côté, puis elle dit, cette fille-là performe comme si elle gagne telle course à 120. Donc, nécessairement, je dois peser 120. Ouais. Comprends-tu? Ou d'augmenter mon poids, mon ratio poids-puissance. OK? Mais à 120, elle est dénutrie, elle arrête d'être dysfonctionnelle, elle a vu le pu, elle tombe en raid, elle a des fractures de stress. Bien, tu sais, quand tu dépenses 2000 calories puis que tu augmentes tes apports, oui, tu vas peut-être prendre un peu de poids au début parce que tu vas aller chercher ton poids de peak performance, mais ça va se stabiliser. Là. Ils ne prendront pas du poids de même. Là. Ils dépensent bien trop de calories dans une journée, mais ils vont aller récupérer le poids de performance. Puis c'est là qu'ils battent des records, c'est là qu'ils ils vont récupérer. Tu sais, tu fais des intervalles, t'arrives, t'as pas mangé, t'es fatigué, ton coach t'avait mis ça sur, tu sais, il faut que tu fasses tant d'intervalles aujourd'hui de temps, tu manges pas pendant, t'arrives à la 8e série de 10, t'es complètement défoncé, t'amènes ça en supra maximal, tu te blesses ces 2 derniers, le lendemain, tu sais, c'est pas de la performance à mes yeux. De la performance, elle se fait dans un contexte où c'est plus d'obstination du monde qui sont déterminés bien plus que performants. Oui, c'est ça. Mais là, c'est tout ça qu'il faut recadrer. On travaille avec des nutritionnistes du sport qui sont extrêmement en phase avec ce que nous, on pense aussi. Puis je pense que le courant est vraiment dans ça. Tu sais, juste de base, là, tu sors, tu vas faire 1 heure de course, c'est 1000 calories de dépense. OK? Tu manges rien pendant ça. Tu sais, tu t'amènes une gourde qui a un peu de sucre, parce qu'à un moment donné, quand tu dépenses à tous les jours, là, c'est avant, pendant, puis après, il faut que tu refules, parce que juste avec tes repas, t'as besoin d'un 5e repas. Tu sais, je veux dire, t'es obligé d'avoir du fuel pendant. Le gel de 25 grammes que tu vas prendre, il donne juste 100 calories, c'est 1000. T'es déjà 900 en dessous. Pas parce que tu vas te traîner des glucides dans ta gourde pour pas trop baisser ta dépense calorique, puis que tu vas prendre un gel dans ta sortie, que nécessairement, tu vas être over. Là. Je pense que ça va intéresser vraiment notre auditoire. Au niveau du dosage ou du volume de glucides consommés à l'effort. Il y a plein d'écoles de pensée. Là, c'est tant de grammes à l'heure ou whatever. Vous situez où là-dedans, vous autres? Ben, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus de performance quand les glucides sont présents qu'absents. Oui, ça, c'est sûr. Y a-t-il un dosage prescrit? Ou Ben, tu sais, je pense qu'il y a des recherches à faire là-dessus puis de compléter ça. Là, on voit des tendances qui sont assez élevées, mais tu sais, il va y avoir des intolérances digestives à ces choses-là. Tu sais, on parle beaucoup de faire du gut training, là, mais de l'entraînement. Là, mais moi, je pense qu'on ne devrait pas appeler ça gut training, c'est qu'on devrait peut-être avoir des habitudes favorables à la performance dans le sport, puis ça, ben, ça devrait être présent. L'erreur que tout le monde fait, c'est qu'ils font jamais ça. Puis ils font pas. Là, ils arrivent en performance, ils se mettent à prendre des gels pendant, puis c'est ça. Ton microbiote n'est pas prêt à ça. Oui, mais ça, je te dis où ce qui se passe. La course, ça se passe pas sur le deck, elle se passe... Courir aux toilettes. Ben oui, parce que si ton corps, il n'y a pas... c'est pas de le développer, c'est que si tu fais une restriction là-dedans, ben probablement qu'il est juste pas adapté à cette charge-là. Puis là, si tu dis, ben moi, je m'entraîne tout le temps à jeun, puis je suis tout le temps à jeun, puis je consomme jamais pendant, puis là, tu dis, là, je m'en vais faire ma course de trail le 25 en fin de semaine. Puis là, j'entends qu'il y en a qui prennent 60 à 90. Alors là, c'est pas mal ça, c'est pas mal le range sécuritaire, mettons, là, qu'on voit là présentement, mais c'est plus que ça, c'est tough. Il faut que tu sois vraiment habitué. Là. Puis y a-tu un gain réel rendu là? Ouais, c'est ça. Y a-tu un gain réel? On ne sait pas trop. Mais tu sais, ce range-là, 60-90, là, moindrement, tu l'apportes couramment. Je pense que ça se fait assez facilement. Là. Mais tu sais, si tu fais jamais ça, puis tu rentres 90, je te dis qu'à un moment donné, tu vas avoir du transit intestinal, c'est clair. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr. Parce que là, ton corps va faire, voyons, il y a bien trop de sucre. Ça fait partie de ton trop de sucre dans un intestin et ça fait un appel d'eau. C'est ça. Tu vas faire une diarrhée osmotique. C'est l'osmolarité. Le monde ne connaisse pas ça, mais tu sais, ça arrive. C'est la même chose. Le monde, il faut qu'il s'entraîne. Tu sais, je vois ça. Moi, OK, je vais faire un deplete puis un carb up. Puis je vais me... T'as déjà fait ça? Tu sais, si tu fais ça la veille d'une performance, dis, je vais me déplier. Parce qu'il y a comme une pensée qui est
plus populaire avant qu'aujourd'hui, c'est que tu te restreins une couple de jours avant pour faire une surcompensation. Fait que plutôt que de passer ta ligne de maintien, tu vas surcompenser. Fait que tu vas performer un peu mais plus. ça, il l'avait fait, mais je pense que c'est beaucoup moins à mode. C'est moins à mode. Là, on est plus sur le carb load. Là. Mais tu sais, le carb load, ça veut pas dire de manger pain, patate, pâte, genre en défoncé. Le lendemain, tu vas aussi le passer sa toilette en mal de ventre dans ta course si tu fais ça. Ça prend pas un carb load si extravagant. Ben, tu sais, je veux dire, on le travaille avec des nutritionnistes, là. Tu sais, c'est boire un peu plus de jus sucré dans les 2 jours de la course, manger des bonbons sucrés, manger un peu plus de riz. Mais c'est pas de se faire un Christy de gros. Ben, c'est d'assurer que tes réserves de glycogène sont pleines. C'est comme le reste, quand c'est plein, c'est plein. Là, oui, je veux dire, tu overspill. Oui, mais tu te remplis l'intestin de pâte la veille en pensant que tu vas performer le lendemain. Ça, on voit ça plus chez des coureurs lambda, mettons, là, mais ils vont mal filer le lendemain. Ouais, effectivement. Mais tu sais, on dit ça, puis moi, j'ai coaché, j'ai accompagné Max Domi, là, qui est un joueur de hockey, qui joue pour le Canadien de Montréal. Il est diabétique de type 1, Max. Puis lui, il avait le système d'un diabétique normal à suivre, les fameux carrés. Là. Tu manges une tranche de pain, ça équivaut à 2 carrés, ça prend tant d'insuline, puis tout ça. Puis là, avant le game, là, il slowdait. Puis là, il faisait une hyperglycémie pendant la game. Puis là, après ça, il se mettait de l'insuline. Là, il faisait une hypoglycémie. Là, j'ai dit, si tu gères ça, tout croche. J'ai dit, il faut que tu sois toujours game day, toi. Il faut toujours que tu tiennes pareil. Ben oui, il faut que tu sois parfait. Là. Fait qu'on a réussi à maintenir. Puis c'est le fun à ce temps parce que, il y a des moniteurs là, implantés avec. Il y avait sa tablette, lui, directement sur le banc. Puis là, il voyait sa glycémie. Puis on a réussi à baisser sa consommation de glucides. Qui était vraiment en dents de scie, que c'était surcompensation avant le game. Puis là, des fois, pendant la game, là, il avait son jus sucré, puis il essayait de se replacer parce que là, il avait pris trop d'insuline. Là, je disais, hey, c'est une genre de gymnastique. Quand t'es en hyper et en hypo, là, tu ramènes une performance. C'est ça. Fait que lui, ça tenait toujours en hyper game day. Puis là, après ça, pour être capable de fonctionner, il faisait des hippos. Assez qu'il avait de la misère à gérer ça, il est tombé dans un programme avec un chien guide. Il y avait un chien qui détectait les corps cétoniques quand il respirait, puis le chien allait le lécher pour lui dire qu'il était en hypoglycémie. Puis là, je dis, il me semble que c'est compliqué pour un professionnel de hockey, tu sais. Fait que j'avais parlé avec son médecin. J'avais parlé avec son médecin, puis il m'avait dit, mais regarde, moi, ça me dérange pas. La machine, là. Ouais. C'est ça. C'est pas comme toi et moi là, qui la jette. Là. Non, effectivement, non. Fait que là, finalement, il était. Son médecin m'avait dit, sa nutritionniste, c'était plus une nutritionniste qui gérait des diabétiques que des sportifs. Mais tout ça pour dire que, c'est. Plus, c'est pas nécessairement mieux que pas assez. Même en faire les protéines. Là, on a, moi, je dis souvent, chez les femmes, on a tendance, quand on évalue l'alimentation quotidienne, à avoir des taux trop faibles de protéines. Surtout quand ils coupent des calories. Ils coupent les calories, mais ils coupent égal dans tous les macronutriments. Ouais, la répartition. C'est ça. Fait qu'ils se retrouvent, mettons, ils mangeaient déjà un ratio, mettons, 20% protéines, 60% glucides, le reste en lipides. Puis là, ils coupent, mais ils gardent les mêmes proportions. Mettons, 20% protéines qui étaient correctes à 700 calories de moins. Là, tu tombes pas assez de protéines. Il faut que tu changes tes ratios. Les proportions, il faut que tu changes. Oui, mais puis tu sais, la musculation aussi, est très, très sous-estimée aussi chez la femme, là, en santé métabolique, en résistance à l'insuline, en augmentation du métabolisme basal. Là, le muscle, c'est le plus gros réservoir de glucose. Oui, mais c'est plate. Hein? Puis à partir de la quarantaine, on perd de la densité osseuse puis de la densité musculaire. Puis... c'est un gros enseignement là, qu'on leur fait souvent. Tu as une résistance métabolique qui s'installe aussi à cause du milieu hormonal qui change. Fait que oui, ça, c'est un facteur. Le milieu hormonal qui change n'aide pas. Là. C'est ça. Profil lipidique, morphologie corporelle. Récupération souvent. More is not always better. Là, c'est une chose. Non, puis c'est pas trop, c'est mieux aussi. Là. On le voit en santé hormonale aussi. Là, accote ça dans le rupteur, tu vas être bien. Ben non, c'est pas ça, ça marche. La femme qui arrive chez vous, qui a... vous avez réglé, là, alimentation, entraînement, récupération. Fait que vous avez sorti la personne du syndrome RED. Puis là, cette femme-là vieillit, puis elle arrive ménopausée. Là, c'est réellement... l'automne hormonal. Ben là, c'est une chute hormonale progressive là, qui se produit à ce moment-là parce que c'est de l'insuffisance ovarienne, là, dans le fond.
Puis cette personne-là qui veut continuer à performer, parce qu'on voit du monde qui performe très bien dans 50, 60 ans aujourd'hui, c'est quoi l'environnement hormonal que vous allez... Ben moi, je rêve toujours du jour où je vais rencontrer un kin universitaire, là, puis qui va me dire on va se pogner une corde de ménopausés. OK, tu vas me les blanter, tu vas me dire qu'ils sont ménopausés. Là. On va leur faire le même counseling d'activité physique. On va leur faire le même entraînement, mais il y en a à moitié, tu vas me les... tu vas les traiter. Ouais. OK? Puis l'autre moitié, parce que, tu sais, on a les yeux envers les hormones féminines comme étant seulement néfastes. Jamais qu'on va dire ça de la testostérone de l'homme, mais les hormones des femmes, c'est toujours mauvais, ça donne le cancer, c'est jamais bon, puis ça n'a jamais de qualité. Puis c'est toujours de la faute aux femmes. C'est toujours de leur faute. Ils sont ménopausés, c'est de leur faute. Ils n'ont pas d'énergie, c'est de leur faute. C'est même pas de dire OK, t'as peu, là, ton statut hormonal, il est débarqué. Ouais, puis tu sais, comment on va réhabiliter ce statut hormonal-là? Ça change, là, une chance, ça change. Oui, ça change. Il y a des médecins qui ont changé la donne, les commerces de ce monde. Là. Oui, puis c'est une pionnière, tu sais, parce qu'on voit un courant qui est quand même assez fort du côté américain, mais tu sais, au Québec, Dr Demers, on en parle depuis les années 2000. Il n'y a rien de nouveau, puis il n'y a rien de changé. Puis il n'y a rien de c'est toujours la même chose, mais c'est toujours... Il y a vraiment deux courants de pensée. Le courant de pensée qui pense que l'expression hormonale est sain pour la femme quand il est bien exprimé, puis le courant que les hormones féminines, c'est dangereux, c'est pas bon. Puis, c'est encore aussi présent, ça me semble que moi, je l'entends moins parler. Là, mais... Il y a une dualité importante. OK. Ouais. Parce que moi, je vois des gars que les médecins sont encore réticents à prescrire la testostérone parce que c'est comme une connotation performance, bodybuilding. Puis le gars est en andropause. Mais on va attendre encore. Tu vas attendre quoi? Il est à 2, là. Il file pas, il est dépressif, puis tout ça. Puis là, ils vont prescrire un antidépresseur. Je vois ça beaucoup chez des hommes. Chez les femmes, de plus en plus, l'idée de l'hormonothérapie bioidentique, là, de regarder ça, progestérone, mais je veux pas dire que c'est uniformisé, mais moi, je vois plus de médecins qui évaluent, qui prescrivent chez les femmes que chez les hommes. Mais il y a plus de guidelines chez l'homme médical en traitement, substitution, que chez la femme. OK. Bon, c'est bon à savoir. Mais tu sais... Oui, parce que, tu sais, du côté des hommes, tu sais, c'est géré par l'urologie. Ils ont des guidelines, des critères, des taux à obtenir. On s'entend, c'est assez simple. Des suivis, à combien de temps tu dois faire les suivis, ce que tu dois atteindre, c'est connu. Ça. Ouais, puis, des guidelines de l'association américaine. Je travaille là-dedans depuis longtemps. Là, je prescris pas, mais je suis des gars qui sont prescrits. Là, qui sont prescrits, dose dépendant. On a un ratio, on a un taux qui arrive assez vite, puis ça se réajuste. C'est une hormone. Puis après ça, on regarde, bon, OK, il aromatise-tu, il aromatise pas. Puis là, on regarde après ça, au niveau de la formule sanguine, y a-tu une augmentation de la polyglobulie? C'est secondaire. C'est ça. L'érythropoïétine. On surveille la PSA, on surveille... Ouais. Mais c'est très connu, ça, là. C'est pas dur à trouver. Là. C'est ça. Chez la femme, c'est un peu plus complexe. Mais moi, ma question, c'était... Vous allez d'emblée, la femme qui s'est diagnostiquée et qui avait continué à performer, vous allez prescrire habituellement. Là, vous allez donner des hormones bioidentiques? Ou oui, c'est sûr. Puis c'est quoi? Puis on en a des athlètes qui viennent nous voir qui passent de l'état hormonal dans le sport, parce que c'est pas toutes les patientes qui ont des RED là, dans le sport d'endurance. Là, c'est pas vrai de penser ça non plus. Là. Mais tu sais, qui vivent la préménopause puis la ménopause, puis là, eux autres, ils savent qu'il y a quelque chose qui est débarqué. Oui, effectivement. Tu sais, eux autres, ils l'avaient, l'expression hormonale, puis là, ils l'ont plus. Là. Puis quand tu t'en occupes de ces femmes-là, des fois, ils vivent un deuil aussi de perdre la performance, du vieillissement. Mais quand tu accompagnes bien ces femmes-là, ils reviennent aussi performantes qu'avant. Hein.
Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus des gens, surtout dans le sport d'endurance, là, c'est incroyable la performance qu'on a dans des triathlètes de 60 ans qui performent. Tu te dis, mon Dieu, ils sont bons. Là, fait que l'entraînement, là, mais on a tout le côté physiologique aussi qui a évolué. Mais quelles sont les molécules que vous utilisez, si on peut donner Dans la ménopause? Ouais. Ben, c'est du bioidentique. Okay. De l'estrogène transdermique puis de la progestérone chronisée. C'est bien simple. Là. C'est pas plus compliqué que chez un homme. Là. Mais c'est la même affaire qu'on va donner en médecine générale. C'est le même produit que vous allez utiliser. Il y a des crèmes qui vont se donner. Il y a des. On parle de progestérone habituellement, c'est toujours plus oral. Puis... La progestérone micronisée est juste orale. Okay. Mais elle. Il y a une sorte de progestérone. Hein. Il en existe pas mille. Il y a de la progestérone. Puis l'estrogène, on veut l'utiliser plus sous la forme transdermique parce qu'il est beaucoup moins à risque de complications que quand on le donne par. Oui, définitivement. Il y a des risques de coagulation augmentés par un facteur de coagulation par le foie, par la bouche. C'est un peu l'histoire des anciennes molécules aussi qui avaient eu des histoires de maladies cardiovasculaires. C'est ça, de Y, là, qui était en rien de ça. Là. Non, c'est ça. C'est d'estrogène équin, puis c'était du Provera qui était une progestine de synthèse. Là. Parce que dans Y, chez les patientes qui avaient seulement l'estrogène équin, qui étaient hystérectomisées, dans le fond, parce que l'hystérectomie n'entraînait pas le traitement avec le Provera, il y avait une réduction du risque au niveau des cancers du sein. Il y a une association. Ça a été mal évalué aussi. Là, c'est parce que, tu sais, faut regarder aussi chacun des produits. Puis, tu sais, l'INES, en 2024, a fait quand même un assez bon travail aussi pour essayer de différencier là, les études là, dans leur guide là, qui ont sorti. Bon, il y a encore des choses qu'on pourrait améliorer, mais déjà là, c'était une demande des patientes de l'INES de séparer les études entre ce qui était l'hormonothérapie classique puis l'hormonothérapie bioidentique. Puis ça, ben, tu sais, on le voit, là, ils ont vraiment mis en opposition les études au niveau du risque, puis on voit la différence flagrante. Là. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, on dit l'estrogène, mais tu sais, on dit la progestérone, il y en a juste une. Mais l'estrogène, il y a différentes formes d'estrogène. Oui, mais le plus dominant est le 17-bêta. C'est ça. C'est ça, le là. Parce que, tu sais, il y en a qui vont être présents plus... tu sais, c'est des ratios, là, mais le plus dominant... Celui qu'on surveille le plus, c'est le 17-bêta-estradiol, là, comme tel. Puis, parce que, tu sais, il y en a enceintes, hein, il va y avoir d'autres types d'estrogènes qui vont être faits, là, puis tout ça, là, mais surtout... L'estrone, l'estriol, puis tu vas avoir aussi des dérivés. On ne check pas nécessairement ces dérivés. Parce que chez les femmes, on voit, là, en âge de procréer, il y a des femmes qui vont avoir des symptômes aussi par mauvaise gestion. Tu sais, on ne rentre pas nécessairement dans tout le détail de la dominance estrogénique, parce que la dominance, c'est toujours par rapport à la progestérone. Nécessairement, souvent, c'est pas parce qu'ils ont plus d'estrogène, c'est parce qu'ils ont pas assez de progestérone, parce que la progestérone vient de l'arborescence aussi, du cortisol, puis tout ça. Là, tu sais, fait que... Oui, mais c'est pour ça que en préménopause, on va plus parler de déficit relatif en progestérone, parce que moi, j'aime pas ça parler de dominance, parce que c'est comme si on met la faute à l'estrogène. Ouais. L'estrogène n'est pas plus abondant. Il est juste plus persistant longtemps. Puis en rapport avec la progestérone. Parce que si on dit « Ah, vous êtes en dominance estrogénique », bien là, encore là, on met la faute aux hormones. Tu comprends-tu? On dit « C'est ça qui fait que t'es pas bien puis que t'es malade ». Il n'est pas problématique. C'est l'autre joueur à côté qui est dans sa relativité diminuée. Parce qu'il y a d'autres tests qui existent aussi pour faire les sous-molécules, si on veut. Tu sais, si tu regardes l'estradiol, comme il y a la E16, E4, bêta-hydroxy. Nous, on va moins. C'est ça. Ouais. Mais si on voit chez une femme régulièrement, l'expression de ces hormones-là va être due. On rentre dans d'autres choses. Mais ce qu'on a vu, c'est souvent le recyclage de certaines hormones par un déficit de transit intestinal. Ils vont se retrouver avec des métabolites qui ne sont pas supposés être là. C'est qu'on n'a déjà pas d'études chez les femmes. Là. C'est ça. Ce qui est difficile de savoir, c'est comment la santé métabolique, la santé des patientes, peut-être l'entraînement qu'ils font, la musculation, ces choses-là, la résistance à l'insuline. Comment il interfère avec les pourcentages de tout ça, c'est extrêmement... Je veux dire, moi, je n'ai même pas les connaissances, je ne peux même pas te dire comment ça interfère. Mais il y a une affaire que je sais, c'est que quand on travaille les bases de la pyramide, on améliore significativement l'expression.
pour l'histoire de ces fractions-là, pour avoir travaillé, parce que moi, j'ai fait une formation qui est loin de la médecine conventionnelle, qui s'appelle médecine fonctionnelle, mais on regardait ça, les fractions. Puis on se rendait compte que chez les femmes qui avaient une surexpression de l'estrogène, même avec des tests normaux, c'est-à-dire qu'on regardait les bases, estradiol, estriol, estrone, progestérone, mais qu'il n'y avait rien qui était anormal. Il y avait toujours constipation, puis des fois des problèmes au niveau hépatique. Puis en réglant la pyramide, plus de fibres, une alimentation de meilleure qualité, puis tout ça, on augmentait le transit intestinal, donc la glucuronidation qui faisait la réabsorption de certaines molécules était éliminée. Puis là, se retrouvait avec plus parce que là, on a le facteur qui est un peu plus là, dans mon domaine, là, des xénoestrogènes, l'environnement plus estrogénique, puis tout ça, qui se rajoute au milieu hormonal, puis souvent qui va débalancer tout ça. Fait que la détoxification du surplus, ça n'a rien à voir avec la production. Parce que ça, c'est une affaire qui est mal connue. Il y a beaucoup de gens que, pour maigrir, ils pensent que ça prend une inhibition ou des anti-estrogènes. On est là dans certains... C'est pas ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'arranger pour avoir la bonne production hormonale, puis se détoxifier du surplus potentiel des métabolites qui sont moins souhaitables ou mais probablement qu'encore là, puis c'est ce que moi je vois cliniquement, plus la base de la pyramide est bien travaillée au niveau de la santé, comme on disait tantôt, là, de bien manger, d'être actif, de faire des exercices de musculation, de cardio, de gérer, bien probablement, moi, ce que je vois, c'est une meilleure expression hormonale, mais probablement que ces pourcentages-là se modifient aussi, là, puis sont plus favorables. Là. Mais moi, c'est des choses que je n'évalue pas cliniquement. Puis c'est difficile parce que des études chez la femme, là, il y en existe très peu. Puis des bonnes, en tout cas, il y en a pas. Oui, parce qu'on dit la variance hormonale qu'on parlait en début amène des changements au sein de l'étude. Donc, on va souvent bien plus utiliser des médicaments chez l'homme qui ont toujours le même système métabolique que chez des femmes que les données pourraient être faussées en dur à suivre, nécessairement. Ouais, ils sont pas au même niveau. Non, parce que là, on traite beaucoup de conditions de santé avec des médicaments qui n'ont jamais été probablement même testés chez les femmes. Là. Exactement. Puis on pense que ça va faire la même chose qu'à côté. Tu sais, une femme, c'est pas... Tu sais, il y a un auteur qui dit ça, c'est pas un petit homme. Là. C'est pas une fraction d'un homme, une femme. C'est un système complètement indépendant et complètement différent. Donc, si tu ne le vois pas de cette façon-là quand tu interviens avec des femmes, ben, ça marche pas. Tu sais, ça veut dire que là, après ça, si tu dis... Ah, toi, tu sais, pour revenir à notre athlète de tantôt, tu pousses assez fort, tu contrôles assez ton image, tu contrôles assez ton poids, t'en viens même à perdre tes règles. C'est tellement le fun parce qu'en même temps, t'as pu à gérer tes menstruations dans un contexte de compétition. Donc là, t'es à la hauteur d'un homme. C'est... Oui, psychologiquement, ça peut ressembler à ça. Là. Ben, en quoi ça serait différent de ça? Oui, puis pour l'entraîneur aussi, ça devient... dans sa tête, la même affaire. Puis on a pu gérer cette semaine-là de avant puis pendant. Fait que pareil comme mes gars, fait que ça va être facile d'entraîner. Ça aussi, c'est mis de l'avant. On entraîne tout le temps. Le gars qui entraîne les haltérophiles, par exemple, puis la compétition tombe pendant la menstruation de la fille. Là. Lui, il a géré quelque chose qu'il n'a pas géré, ça n'est pas menstrué. Là. Le jour J. Parce que, on ne veut pas en parler, on veut pas. L'éducation, c'est coach aussi. Là. On a c'est pas moi qui ai développé ça, là, mais c'est ma conjointe qui a développé ça. Là. On a développé un kit qu'on a appelé le kit de la parfaite menstruée. C'est un kit ça, qu'on a déployé l'année passée sur des courses de trail au Québec, dans lequel on avait mis des lingettes, des tampons, des serviettes sanitaires dans des boîtes identifiées dans les postes de repos, là, où il y avait des salles il y a souvent des toilettes. Parce que arriver dans un site de course quand le matin même tu as commencé tes menstruations, là, il va falloir que tu gères ça dans ton contexte chercher, de course. En quoi c'est inclusif si elle n'a pas accès à ça? Tu sais, là, je sais pas si tu le sais, mais dans une toilette chimique, il y a rien que du papier. Là. OK? Puis là, elle est menstruée là, dans ça. Là. OK? Fait qu'on avait développé en coopération avec différents intervenants de courses l'année dernière. On l'a déployé sur 4 courses. Un kit
qu'on a amené bénévolement sur les sites pour Comme ça n'existait donner... pas, quelque part, c'est ça, c'est un peu... Ben, ça n'existe pas. Non, tu sais, mais le kit n'existe pas parce que la problématique dans la tête du monde n'existe pas. Mais cette journée-là, tu n'as pas à gérer ça. C'est ça. Fait que nous, on a déployé ça sur les sites de course. Puis des majors, là, demi-Ironman de Tremblant, on a des très grands collaborateurs qui ont à cœur la santé et la diversité. Il y a plus de 50% de leurs compétiteurs qui sont des femmes. Là. Ah oui, définitivement. Hein? Demi-Ironman Tremblant, Arikana, QMT, puis une fille qui court à Trois-Rivières. Puis on a des demandes là, pour ça. Puis parce que ça ouvre l'opportunité, l'inclusivité et la reconnaissance que la présence de la règle est une puissance et qu'il doit être accompagné. Ça, c'est merveilleux. Il faut que ça soit vu comme ça. C'est comme ça que ça doit être vu. Et non, tu es en performance par absence de règles. Je mets n'importe quel coach là, au défi de m'amener une de ces athlètes qui n'a pas ses règles. Là, je vais habiliter, puis quand je vais sortir le rapport, ils vont faire un... Mais ça, on va en parler à la fin. Là, je vais te donner tes références. Tu vas donner tes références pour que les gens puissent te consulter parce que c'est sûr que tu vas avoir de la demande. Puis, tu sais, aujourd'hui, en plus, on travaille avec le coaching. Hein? Donc, c'est extrêmement important. Ils doivent comprendre ça. Ils doivent... c'est de l'enseignement populationnel, mais... c'est pas comment diagnostiquer ça, d'évaluer ça. Ça, c'est notre travail. Puis, il faut en avoir fait beaucoup pour être à l'aise avec ça. Mais au moins, si on lève des flags puis qu'ils font, toi, tu sens-tu bien? Tu récupères-tu bien? Tu dors-tu bien? Tu manges-tu assez? Tes règles sont comment? Sont-tu régulières? Tes autres 3 mois? Ah, ça m'est déjà arrivé. Je suis régulière, mais aux 3 mois. Ouais. C'est régulier, mais dans son irrégularité. Là, ouais, mais aux 3 mois, là, ça dépasse 35 jours. Là. Ouais, ça met affaire pour la transit intestinale. Ou j'ai un petit spotting aux 4 mois. Problématique. Ting! C'est ça. Elle dit problématique. Une femme, à mes yeux, c'est puissant en pleine expression hormonale favorable. Tout, avec l'expérience qu'on a développée, tout ce qui est l'absence de règles ou l'aménorrhée ou la signalétique associée avec ça entraîne souvent des problèmes puis doit être adressé, selon moi. La question qui tue. Il n'y a pas de... On n'est pas quand tout le monde en parle. Mais je t'amène vers mon domaine d'expertise un peu plus. Nutrition, hyper important. Entraînement, récupération, tout ça. Bon, dans la nutrition... On a parlé vaguement ensemble, puis c'est un peu pour ça que tu as communiqué avec moi aussi. La supplémentation. On sait que on a comme une idée magique aussi qu'en changeant l'alimentation, on va combler tous les besoins. Mais l'athlète qui dépense beaucoup, qui a un niveau d'entraînement élevé, qui a un environnement qui n'est pas nécessairement toujours favorable en termes de récupération à cause du stress, on parle pas d'un professionnel qui fait juste ça dans la vie. On parle souvent de quelqu'un qui est récréationnel. La fille, elle fait des marathons les fins de semaine, mais elle a une job, elle a des enfants, elle a une vie, puis tout ça. Le gars, même chose. Du mois de septembre à avril, recommandez-vous de la vitamine D. C'est quoi ton approche par rapport à ça, puis comment tu te situes là-dedans? Puis tu avais reçu Ben Boulanger, là, qui en a parlé des suppléments et du sport et de la performance. Puis, tu sais, je pense que on peut référer à ce podcast-là. Tu étais là aussi. C'était Kevin qui était là. C'était Kevin puis l'autre Vince qui était là. OK. Quand je l'ai connu là. Et ça, c'est un des premiers que j'ai écouté de vous autres. Parce que Ben, c'est un gars qu'on suit puis qu'on interagit beaucoup là, parce que il a exactement le même mode de pensée que nous là, dans la performance. Là. Mais moi, je suis pas contre les suppléments, je suis pas contre d'en apporter. Ce que je vois par contre, puis là encore là, je pense que c'est notre monde actuel d'instantanéité et de désir de résultats immédiats. Là. Ton gars de gym de 35 ans tantôt. Ouais. Okay? On est dans une société d'instantanéité, de résultats immédiats et pour hier. Donc, si la patiente est en REN, ou elle est sous un ovulin, on ne sait pas que c'est un REN, puis que là, elle est fatiguée, puis que... elle baisse de performance, puis elle bat plus ses PR, puis des affaires de même. Rarement, on va considérer est-ce que son apport calorique va être correct, est-ce que sa qualité, est-ce que sa diversité est présente.
C'est la primauté, là. OK? Ça veut dire que c'est plus souvent ça, le fait qu'ils manquent de produits naturels parce qu'ils ont tous. OK? Ils prennent tous. Magnésium, oméga 3, vitamine D, zinc, ils ont tous. Mais on se pose jamais la question. Mais tu sais, si tu supplémentes avec une multivitamine, est-ce que tu vas corriger la problématique? Non. Ils viennent nous voir pareil pour ça. Un athlète manque, puis ça, c'est une nutritionniste qui m'avait dit ça à un moment donné, rarement de protéines, rarement de légumes, manque toujours de calories et de glucides. OK. Ça, c'est... Ça, c'est pas la même affaire que... Moi, le protéine, je te dirais, chez les femmes, c'est pas rare. Oui, mais tu sais, une femme qui... ça dépend comment tu considères que c'est normal. Oui, mais une femme, mettons, performante, mettons, là, en 2026, c'est quand même qu'elle doit consommer un assez bon apport en protéines et le répartir. Là. Moindrement, si elle est informée, elle va trouver cette information-là probablement assez rapidement. Mais jamais on va évaluer la récupération, le sommeil, la nutrition. Là. Puis ça va corriger la patente bien plus vite que juste dire, encore là, tantôt, quand tu disais, on va rajouter une affaire. Si tu fais tout ça bien, que tu es performant, que tu fais des PR, puis que tu veux compléter tes besoins, ben effectivement, il y a des suppléments. Est-ce qu'on comble assez nos besoins en vitamine D en Amérique du Nord l'hiver? Est-ce qu'on comble assez nos besoins en oméga 3 par rapport aux oméga 6? Est-ce qu'on manque de magnésium au niveau de notre alimentation? Ben, tu sais, ça, c'est d'autres questions, mais est-ce qu'ils doivent être priorisés sur un apport alimentaire? Moi, je pense qu'ils doivent être complémentaires, mais dans... Ben, c'est ça leur objectif. Hein? On parle d'un supplément alimentaire, puis en Europe, ils appellent ça des compléments alimentaires. C'est pour complémentariser ou supplémenter. La question ou l'affaire que je vois, c'est souvent, si tu l'évalues, tu évalues aujourd'hui ce que tu as donné à la personne. Une nouvelle alimentation structurée, le programme d'entraînement, on est dans la correction, pas ce qu'elle faisait avant, ce qu'elle fait aujourd'hui. Une fois que tu as fait ça, dans les besoins réels de cet individu-là, là, je dors mal, j'ai souvent des spasmes musculaires, j'ai des crampes. Est-ce qu'on évalue à augmenter les électrolytes, par exemple? Est-ce qu'on évalue le magnésium comme étant un besoin nécessaire? Est-ce qu'on évalue, par exemple, que cette personne-là n'aime pas le poisson, fait qu'elle mange peu d'oméga? C'est sûr que nous, on le regarde. Okay. Parce que, justement, ça me dit, moi, je mange pas de poisson ou je suis végétarienne. Mais là, fer, vitamine B12. C'est ça. Hey, parce que là, on parle de les plus courants. Déficit en fer chez l'athlète. Il y en a plein, là. C'est une catastrophe. Les filles qui ont des hématocrites bas avec une ferritine. Un fer et une ferritine sérique qui est bas, avec une B12 très basse. Puis là, elle est blanche comme un drap. Là, on a des athlètes là, c'est ça. Qui font des ultra-endurance qui nous arrivent avec des hémoglobines de 90 avec des ferritines genre à 3. Là. Puis là, tu te dis, wow! Comment ils font pour comment juste performantes, là? C'est ça. Elles sont performantes, là. Je te dis pas qu'ils viennent pas nous voir parce qu'ils sont pas performantes. Je n'ai eu une végétarienne, moi, c'était épouvantable. Je me dis, t'es une machine de guerre. La journée que je vais te donner ce que tu veux, après moi, tu vas partir à voler. Tu sais, parce qu'elle était premièrement anémique, deuxièmement sous-alimentée. Puis Christy, ses performances, c'était débile. Là. Fait, mais c'est ça. Ta tête, mais ton corps suive, ça va être épouvantable. Mais c'est ça, c'est là-dedans que je vois. Parce que quand on regarde la femme enceinte, par exemple, ça va d'emblée. Là. La femme enceinte, tu commences à être enceinte, tu prends des maternats. Ça prend des parce que là, tu as un enfant, ça prend assez d'acide folique, ça prend de la B12, ça prend du fer, ça prend ci. Puis là, t'as accouché. L'acide folique, dans les dernières années, on l'avait aussi un peu baissé, là, aussi. Là. Parce que, tu sais, il est quand même supplémenté aussi d'infarine, tu sais, des choses comme ça. C'est ça. Mais tu sais, oui, on donne effectivement une multivitamine enceinte, là, même en préconception jusqu'après l'arrêt de l'allaitement. Mais c'est un concept. Encore là, tu sais, moi, j'ai suivi pendant 14 ans là, des femmes enceintes. C'était un auditoire qui était extrêmement attentif aux recommandations, à vouloir bien faire. Tu sais, c'était pas rare qu'on changeait des habitudes de vie là, pendant le suivi de grossesse. Tu sais, faut que tu demeures avec des exercices cardiovasculaires, que tu te tiennes en forme, que tu fasses attention à ce que tu mets dans ton corps. Prends ta multivitamine. Tu sais, on veut pas que tu fasses du diabète ou de la prééclampsie. C'était un auditoire là, qui était merveilleux. Mais ce qui me dérange, moi, là, personnellement, c'est que ça arrive. Puis là, la femme a arrêté d'allaiter.
Là, elle était pas en forme avant sa grossesse. Elle a fait ça. Là, la grossesse, on s'entend que, tu sais, ton iode, le bébé, il agabe une bonne partie. Là, après ça, tu peux te dévitaliser, mais on le mesure pas. Fait que là, la femme, on la regarde au moins 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, elle est fatiguée. Oups, elle fait de l'hypothyroïdie. Oups, elle est dévitalisée. Mais est-ce que son alimentation postpartum ou post-grossesse a été... Tu sais, c'est ça. Ah, mais c'est là, ils veulent perdre du poids, puis ils commencent à s'entraîner. Oui, c'est ça. C'est tout le long de la vie. Puis des fois, qu'est-ce qu'on va voir, là, pourquoi le RED va apparaître aussi là, chez certains athlètes? Parce que, tu sais, le RED, c'est pas juste des athlètes de haut niveau qui font ça. Là, c'est monsieur, madame, tout le monde. Oui. Hein, la plupart du temps, là, ceux qui viennent nous voir, là, c'est des professionnels, c'est du monde qui travaille à temps plein, c'est du monde qui des jobs extrêmement prenants, c'est du monde qui sont aussi souvent, qui ont des postes d'emploi extrêmement exigeants, c'est du monde extrêmement performant, c'est du monde qui, ils suivent des régimes d'entraînement extrêmement, ça prend une maudite bonne coordination, puis, oui, effectivement. Mais ce qu'on va voir souvent, c'est qu'il va avoir ça va être insidieux, c'est qu'il va avoir, mettons, un peu une situation là, de quelques grossesses, là, on regarde ça, là, on fait comme moi, je me suis un peu déconditionné. Quand j'étais à l'université, je n'étais pas comme ça, hein, parce que ta condition passée n'est pas ta condition actuelle. Hein? Puis là, ils vont faire ben là, bon, on va commencer à courir un peu, s'inscrire à des événements, là, faire un peu plus attention à ce qu'ils mettent dans leur corps, c'est bien sûr, parce que là, nécessairement, tu veux mettre du bon stock dans ton corps quand tu te reprends en main, puis tu viens d'investir sur 5 km de course, clairement, tu veux pas... Puis à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que la performance va augmenter, la durée aussi, ou les distances, puis de bien faire, puis à un moment donné, le bien faire devient trop hypocalorique par rapport à la dépense, puis là, on franchit une zone, là. C'est souvent ça, c'est pas... C'est pas volontaire. C'est volontaire à certains moments, on le sait, puis c'est facile de savoir, là. Mais puis on a besoin d'un bon accompagnement nutritionnel dans ce contexte-là. Mais des fois, c'est juste insidieux. Puis là, des fois, il peut y avoir, comme on disait aussi, une contraception par-dessus qui masque la patente. Puis là, on se retrouve à un moment donné qu'elle est suivie en physio, elle est suivie en kin. À mal, on fait de l'imagerie, fracture de stress. Puis là, comment ça qu'on s'est rendu? Comment pour se rendre là? Fait que c'est pas de la restriction qui est nécessairement volontaire non plus. Puis c'est souvent des personnes qui ont des très bonnes habitudes de vie aussi, comme tel. Ouais. Merveilleux. Écoute, on a fait quand même une bonne discussion. Je suis vraiment content de notre discussion aujourd'hui. Ça amène les gens à se questionner, premièrement, puis à connaître c'est quoi le syndrome RED aussi. Les gens qui veulent te rejoindre, les gens qui veulent peut-être avoir un rendez-vous, est-ce que vous prenez encore des patients? Parfait. Oui, on voit des patients. Il faut qu'ils passent par soit le site Internet de Elive ou ils peuvent nous suivre. Sur la clinique Elive, ça se trouve facilement en ligne. Faut pas qu'ils me cherchent, moi. Non, parce que Jean-Philippe Blais, on cherche pas ça. On cherche pas ça. Faut vraiment passer par la clinique. C'est une clinique qui a été développée par ma conjointe. C'est une clinique de soins infirmiers dans laquelle moi, je suis un médecin collaborateur, mais toute la gestion, c'est vraiment... aujourd'hui, c'est moi là, qui est au devant, mais c'est beaucoup aussi ma conjointe, là, Véronique Larouche, qui drive tout ça là, d'une main de fer, qui a plein de projets, qui veut l'autonomisation des femmes, qui veut leur expression, leur santé, qui a des idées, là, genre, là, à 3 heures du matin, là, c'est quand même facile aussi de trouver des podcasts qu'on a fait, dont un, là, qu'on a été en nomination puis qu'on avait gagné le prix du meilleur podcast, là, l'année dernière, dans une série trail. On fait de l'enseignement, on veut redonner, autant aux hommes qu'aux femmes, hein, parce qu'on n'a pas parlé de RED chez l'homme, mais tu sais, ça crée un déficit en testostérone. Hein. Donc, chez l'homme, là, je pense que trouble érectile, diminution du désir, là, red flag de RED, chez l'homme. Oui, définitivement. Mais je te dirais que l'homme, ça peut être un autre sujet. Ouais. C'est un peu plus facile de l'encadrer. T'sais, on a parlé beaucoup des femmes parce que je pense que c'est un besoin plus criant de dire... Moi, ce que je vois là, beaucoup, c'est la femme qui veut plus qu'elle peut. Ça, on voit ça. On parlait tantôt de l'environnement. Mais on voit aussi la femme qui a une pression sociale. Je suis rendu à 40 ans.
faut que tu acceptes que, tu sais, le gars, là, moi, j'ai les cheveux blancs, puis ça me va, là. C'est accepté socialement, puis tout ça. Le gars qui veut performer, tu sais, il dit, regarde, il faut que tu reprennes un peu de poids au nom de la performance. Pas grave, moi, c'est... Ou d'augmenter tes apports. C'est ça. La fille, hey, moi, écoute, je tiens mon petit 120 livres, ouais, mais ça marche pas, là, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de résistance. C'est pour ça que je te qu'on parle beaucoup de cette clientèle-là, parce que il y a de l'accompagnement beaucoup à faire, puis ils souffrent plus, tu sais, j'enlève rien aux hommes, là, mais de manque d'accompagnement, de malconnaissance de l'environnement que ça crée, que ce soit hormonal. Mais de la méconnaissance de leur propre cycle hormonal. C'est ça. C'est fou, là. Je fais de l'enseignement à toutes les patientes que je vois, à tous les jours. Puis les patientes me disent, veux-tu bien me dire pourquoi qu'on nous apprend des affaires si inutiles à l'école, mais qu'on nous montre pas à apprécier notre cycle, à le comprendre? Mais je dis souvent, c'est une bénédiction. Tu sais, les femmes, quand ont des menstruations, ont 50% moins de chances de maladie cardiovasculaire que les hommes. Les femmes, après menstruation, rattrapent les hommes en ménopause. Ils perdent leurs hormones. Ça a un effet protecteur. Il faut reconnaître le rôle des hormones, les remettre de l'avant, les apprécier à leur juste valeur, à leur juste hauteur. C'est la primauté chez nous, puis c'est ça qu'on essaie de mettre de l'avant, d'enseigner, de venir parler avec dans des podcasts comme aujourd'hui pour arrêter de dire que les hormones des femmes, c'est mauvais, ça leur donne juste le cancer, puis que c'est dangereux. Il y en a des bonnes sur le marché, puis c'est pas des produits ésotériques, là, je fais pas ça dans mon sol, là, c'est produit par des compagnies pharmaceutiques. Là. Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignements. Il y a de la formation disponible, puis restez ouverts, ouvrez vos champs de possibles. Faut virer la lumière de place, là, autant chez l'athlète que. On parle beaucoup des athlètes parce que c'est comme un peu un ménopausé, préménopausé. Mais ça s'adresse à tout le monde. Oui, puis on a beaucoup de physio puis de kin qui nous envoient ces patientes-là puis qui nous disent, regarde, vous avez tout le temps à me laisser. C'est un peu ça, moi, que je veux faire. Ça marche pas, là. Qu'on soit capable de référer aussi parce que le pire qu'on peut faire, c'est de jouer en dehors de notre champ de compétences puis de connaissances. Puis nous, on interagit avec aussi des nutritionnistes, des kin, des physios, des chiros. Ça pourrait être aussi avec des naturopathes aussi qui auraient de l'intérêt. Nos étudiants, nous autres chez LIFT, on les forme à reconnaître leurs limites et leurs capacités, puis de référer, puis de travailler de façon multi-professionnelle, puis tout ça. Moi, je peux pas faire tout seul aussi dans mon bureau. C'est ça. Moi, je vais évaluer tout ça, je vais poser un diagnostic, je vais instaurer un traitement, mais après ça, c'est mis, ça prend une équipe pour surveiller ça. Ça fait 20 ans que je fais ça avec des médecins, là, que le médecin... je demande toujours l'avis du médecin, je demande tout le temps un bilan avec mes clients, puis j'essaie de communiquer avec le médecin pour dire, regarde, moi, je prends en charge cette personne-là pour telle raison, voici ma façon de faire, puis la majorité sont ouverts à ça. Je dis, Christy, une job de moins. Puis, moi, je me suis assis ici aujourd'hui avec toi, Vincent, parce que tu as de l'expérience, ça fait longtemps que tu en fais, tu en as vu des modes, tu en vois revenir, puis à chaque fois que je t'entendais parler de la santé des femmes, je le voyais que c'était une priorité dans ton discours. Puis ça, j'aimais ça. Puis c'est la raison pour laquelle j'étais à l'aise de venir m'asseoir avec toi aujourd'hui. C'est une belle conclusion, ça. Fait que merci beaucoup, Jean-Philippe. Fait que on va mettre les informations pour vous rejoindre. Puis c'est sûr qu'on aimerait ça peut-être te réinviter, puis te réinviter avec ta conjointe aussi pour voir un peu. Parce que c'est une femme extraordinaire. Moi, j'ai vu des podcasts avec elle, puis tout ça, puis je pense que c'est un gros plus, puis l'auditoire les aimerait. C'est une femme extraordinaire, c'est une puissance. Il n'y a pas juste moi là-dedans. Puis, quand j'ai commencé à faire de l'hormono un jour dans ma vie, c'est elle qui m'a assis en avant de ça, puis elle m'a dit si toi, tu peux pas faire de quoi pour ces femmes-là, il n'y a jamais personne qui va faire de quoi. Là, fait que je dois beaucoup, hein, puis c'est ça. Merveilleux. C'est important. Merci beaucoup. Un plaisir, merci.